Ok, je ne peux pas, tout en faisant mon métier, suivre tous les pays dans lesquels il y a des ingérences et des guerres, être spécialiste de la Libye, de la Côte d'Ivoire, de la Syrie, de l'Iran, de la Chine, de la Russie, patati patata. Donc je ne peux pas. Et je doute que ceux qui se prétendent spécialistes le soient pas pour un pays. Mais bon. Donc, je vais me placer d'un point de vue général, si vous voulez, et qui, comment dirais-je, qui va être une défense du droit international classique tel qu'il est encodé par la charte de l'ONU, et une défense par conséquent de la souveraineté des États. Ce sera d'ailleurs peut-être même similaire au thème de M. Cassin demain, on verra. Ceci dit, je dois faire une remarque préliminaire qui parfois fâche les gens. J'ai fait ça récemment dans un truc où il y avait un Syrien qui est parti, il était furieux en disant que je justifiais les attaques contre son pays, ce qui n'est pas du tout le cas, mais je suis totalement internationaliste. Moi, j'ai pas d'identité, j'ai pas de religion, j'ai pas d'attachement à quoi que ce soit, je suis ni belge, ni wallon, ni européen, je m'en fiche. D'accord? J'ai un ami d'origine juive, quand on lui demande s'il est juif, il dit mes grands-parents étaient juifs, moi je suis physicien, je suis pas d'origine juive, mais je ferai la même remarque. Donc, si vous voulez, moi, je m'en fiche de tout ça et je suis tout à fait internationaliste et je comprends même pourquoi la gauche 68arde, je trouve que c'est une erreur tragique, mais je comprends même pourquoi les gens ont évolué d'une position anticolonialiste et d'une certaine façon antinationaliste vers la position d'ingérence que je rejette. Alors, je vais expliquer pourquoi je rejette. Et quand je dis je rejette l'ingérence, ce n'est pas les guerres humanitaires que je rejette, mais c'est tout. C'est les achats d'élections, c'est le National Internet for Democracy, c'est-à-dire la CIA reluquée, les espions qui agissent, enfin, tous les soutiens à certains régimes, évidemment, le soutien. Moi, je suis pour une politique de non-ingérence totale, c'est-à-dire le respect de la souveraineté, l'application du droit international. Alors, je vais expliquer brièvement pourquoi, et je voudrais aussi répondre à des objections que j'entends tout le temps et qui sont à la base de la politique d'ingérence, aujourd'hui, vis-à-vis de la Libye et de la Syrie. D'abord, quelle est la raison, quelle est la base pour laquelle il y a le droit international? Le droit international demande l'égale souveraineté des États. Et c'est très important d'insister sur le fait que sans la souveraineté, vous n'avez pas d'égalité. Parce que dans un monde où les États sont tellement différents en termes de puissance, d'argent, de moyens militaires, etc., si vous n'avez pas la souveraineté, vous n'avez pas l'égalité. Et le monde est extrêmement inégal. Par exemple, prenez l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990-91. Ben, l'Irak a été puni par des années de sanctions qui ont fait des centaines de milliers de morts, y compris des enfants, etc. C'était illégal, dit-on. Bon, c'était un peu plus discutable que ça, mais maintenant c'était illégal. Mais quand les États-Unis ont payé l'Irak, c'était tout aussi illégal, il n'y a eu aucune sanction contre les États-Unis. Rapport de force oblige. Personne aux États-Unis, dans ceux qui ont fait ça, ne sont menacés de tribunaux internationaux ou des choses comme ça. C'est impensable de traîner ces gens dans les tribunaux internationaux. Il faut bien se rendre compte de ça. Donc il faut se rendre compte que le monde tel qu'il est extraordinairement inégal. Et un monde inégal, évidemment, est un monde dans lequel les gens qui sont en dessous vont se battre, c'est un monde qui nécessairement est instable, un monde qui est nécessairement, si vous voulez, qui peut mener à des guerres, etc. Et donc, la raison qui était de la base du droit international de l'après-guerre, c'était très simple, c'était le fait que l'Allemagne avait utilisé les problèmes des minorités, comme on l'a fait au Kosovo, comme on le fait avec les Kurdes, comme on le fait dans d'autres situations, ou les gens d'Indiasie, etc., le problème des minorités en Tchécoslovaquie et en Pologne pour déclencher les guerres qui auraient plongé le monde dans la guerre. Donc on a dit maintenant plus personne ne s'ingère, au moins en principe, dans les affaires intérieures des autres États. La deuxième étape, c'est la décolonisation. La décolonisation a mené une centaine de nouveaux pays indépendants, si vous voulez, et la dernière des choses que ces pays voulaient, c'était que les anciens colonisateurs s'ingèrent dans les affaires intérieures. Demandez-vous si vous voulez que l'Allemagne vienne gérer les problèmes linguistiques de la Belgique, par exemple. Posez-vous cette question. Ben, tout le monde répondra non, et les pays du tiers-monde répondent non si on veut s'ingérer dans leurs affaires, c'est aussi simple que ça. Et pour un peu pour les mêmes raisons, avec une période de décolonisation, évidemment, une histoire de colonisation beaucoup plus longue. Et donc, il y a ces deux bases-là qui sont, si vous prenez par exemple les positions du mouvement des non-alignés qui regroupent la majorité de l'humanité, elles sont toujours contre le droit d'ingérence. Elles sont explicitement, en 2003, à Kuala Lumpur, le mouvement des non-alignés s'est réuni 15 jours ou 3 semaines avant le déclenchement de la guerre en Irak, et ils ont dit le droit d'ingérence ne figure pas dans la Charte des Nations Unies, n'a aucune base dans le droit international, et il est rejeté par le mouvement des non-alignés. Donc tous les gens qui me parlent par exemple de démocratie doivent m'expliquer pourquoi ils estiment qu'il est démocratique de faire quelque chose qui va contre l'opinion de l'immense majorité de la population mondiale, parce que c'est pas seulement, il suffit de voyager dans ces pays en dehors d'Europe pour voir que c'est pas seulement l'opinion des gouvernements, mais aussi
d'une bonne partie des populations. Alors, quand on parle de la politique d'ingérence, il faut aussi se rendre compte quels sont les effets. Quand on parle de morts en Syrie, etc., mais il faut, ou en Libye, mais il faut voir l'effet de la politique américaine depuis la guerre, principalement, parce que c'est eux qui sont à l'avant-garde de l'ingérence, l'Europe étant plus ou moins à la suite, ou peut-être, dans certains cas, pousse les États-Unis, en tout cas la France, mais fondamentalement, n'a pas les moyens militaires de sa politique depuis la fin de la décolonisation. Si vous prenez il y a les interventions directes des États-Unis dans le monde, qui se sont soldées par des millions de morts en Indonésie, plus ou moins indirectement en Afrique australe, au Moyen-Orient, etc. Et donc, on ne parle pas de quelques centaines ou milliers de morts, on parle de millions de morts au total de ces guerres. Puis vous avez ce que j'appelle tuer l'espoir, c'est-à-dire quand les États-Unis sont intervenus, ils ont renversé par exemple en Iran Mossadegh, qui était un réformateur conservateur. Ils l'ont renversé, ils l'ont remplacé par le régime du Shah. Il ne faut jamais oublier que le régime des mollahs, qu'on aime bien détester, qu'on dénonce sans arrêt, etc., est venu au pouvoir par une révolution contre le régime du Shah. Et le régime du Shah, c'était les Américains qui l'avaient installé à l'époque de Mossadegh dans les années 50. Et donc, ils l'ont fait parce que Mossadegh voulait nationaliser le pétrole. C'était aussi simple que cela. Les Britanniques y étaient opposés, ils ont demandé l'aide des Américains, les Américains l'ont renversé. C'était assez facile à l'époque. Et c'était un événement majeur dans l'histoire du Moyen-Orient qu'on ne peut jamais oublier. Et dans l'histoire d'Amérique latine, ils ont fait la même chose au Guatemala. Il y avait un réformateur de nouveau qui s'appelait Arbenz, et qu'ils ont renversé, qui était de nouveau un gouvernement modéré, etc. Et tous les gens qui se plaignent de la révolution cubaine, etc., ne doivent pas oublier que tout ça c'est venu après, et en grande partie en réaction à l'impossibilité de faire des réformes. Il ne faut pas oublier non plus que le régime, par exemple, de Saddam, qu'on aime bien détester aussi, a nationalisé le pétrole, et était un des premiers à nationaliser le pétrole, parce que justement, quand Mossadegh l'a fait, il avait été renversé. Donc il y a ce que j'appelle, si vous voulez, il y a ces effets indirects, et puis il y a ce que j'appelle l'effet barricade, qui est qu'évidemment, quand vous vous attaquez à d'autres pays, vous proclamez évidemment vos grandes intentions droits de l'hommiste, mais les autres pays, curieusement, regardent l'histoire, etc., ne sont pas convaincus. Les Chinois, peut-être, se souviennent, je ne sais pas, de petits détails comme les guerres de l'opium, le sac du palais d'été, etc., et curieusement, ils ne sont pas convaincus de nos intentions droits de l'hommiste. Et évidemment, la même chose dans le monde arabe, un peu partout. Et donc, évidemment, il y a un effet barricade. Maintenant, on annonce que les Russes vont augmenter leur budget militaire, les Chinois aussi. Donc, on a une prolifération d'armement. Plus difficilement demander à l'Iran, qui est encerclé par des bombes, qui est encerclé par des armées américaines, qui est menacé par les bombes atomiques israéliennes, de ne pas chercher à s'armer nucléairement. Je ne sais pas s'ils le font ou pas, mais je suis tout à fait d'accord avec Van Krefeld, qui est un historien israélien, qui dit manifestement, nous ne souhaitons pas qu'ils le fassent, mais il serait fou de ne pas le faire, c'est-à-dire de construire une bombe atomique. Bien, donc, vous avez l'effet barricade. Donc, vous avez tous ces effets-là qui sont les conséquences de la politique d'ingérence à laquelle les gens qui appellent l'ingérence ne pensent jamais, et à laquelle ils ne répondent jamais. Il n'y a jamais de débat là-dessus. Alors, je vais venir en vitesse à, si j'ai encore 5 minutes, sur, si tu veux, les arguments qui me sont balancés tout le temps pour l'ingérence. Alors, d'une certaine façon, dans l'histoire des pays de la Libye et de la Syrie, c'était pire que même lors du Kosovo. C'est assez curieux parce que je m'étais dit que le désastre en Irak et en Afghanistan avait au moins eu, si on peut dire, un effet positif, c'était de nous débarrasser de la politique de l'ingérence. Mais en fait, quand est arrivée l'histoire de la Libye, et puis encore avec la Syrie, la politique d'ingérence est revenue, celle qui était celle qui avait lieu lors de la guerre du Kosovo, est revenue à pleine force et d'une certaine façon décuplée. Il y a eu l'unanimité au Parlement belge pour soutenir la guerre. Vous avez des articles dans le monde diplomatique qui sont coussi coussa, mais qui en fin de compte sont assez favorables à la guerre, etc. Et donc, vous avez... Alors, il y a plusieurs arguments. Il y en a un, c'est l'urgence. C'est toujours, nous devons faire quelque chose pour sauver les gens, etc. Alors, de nouveau, il y a plusieurs problèmes dans cette urgence, et fondamentalement, c'est ça le truc auquel je trouve que les gens ne pensent pas, c'est qui est le nous? Qui est le nous? Nous qui devons faire quelque chose. Parce que les gens disent nous, mais qui est le nous? Est-ce qu'eux veulent aller se battre? On parle parfois de brigades internationales, on parle de la guerre d'Espagne, etc. Et ces gens veulent aller se battre, ils peuvent aller se battre. Mais la proximité culturelle, linguistique, politique, etc., entre les communistes, essentiellement, qui allaient dans les brigades internationales en Espagne, et des gens qui, ici, iraient se battre avec des combattants de l'armée syrienne, est un peu différente, et j'en vois pas beaucoup qui sont prêts à le faire. Mais s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais c'est pas ça qu'on parle. C'est pas ça que les nous parlent réellement. C'est toujours, finalement, nos gouvernements. D'accord? C'est toujours le nous, c'est finalement nos gouvernements, et in fine, c'est l'OTAN,
Et in fine, c'est l'armée américaine, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Sans l'armée américaine, vous pouvez danser sur votre tête. L'Empire belge ne va pas contrôler l'Afghanistan. Quand les Américains quitteront l'Afghanistan, les Belges partiront dans la minute, hein, s'ils ne sont pas partis avant, parce qu'on ne va pas résister. Donc il ne faut pas croire qu'on va contrôler l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, etc. C'est pas nous, c'est pas la Belgique, c'est pas la Belgique et ses alliés européens, c'est pas la France, l'Angleterre, etc. Quand il y a eu l'attaque contre la Libye, il y a eu 122 Tomahawks qui ont été envoyés contre les défenses aériennes libyennes, 120 par les États-Unis, 2 par la Grande-Bretagne, 0 par la France et 0 par la Belgique. Puis quand ça s'était éliminé, alors on pouvait bombarder gentiment, ça c'est vrai. Et avec les Américains qui vous refuellent dans l'air, qui vous remettent du pétrole, etc. parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. Donc sans les États-Unis, vous pouvez danser sur votre tête. Bon. Ça c'est un premier truc. Donc en fait, ce qu'on fait, nous Européens, c'est les supplétifs des Américains. Il faut appeler les choses par leur nom. Donc, c'est vrai qu'il y a une pression politique. Je pense que chez Sarkozy, il y a une volonté d'ingérence plus grande, peut-être encore que chez Obama, qui est peut-être prudent, parce qu'il se rend compte que c'est peut-être pas si facile politiquement. Mais il ne veut pas être entré dans une guerre avec l'Iran, ça je crois. Et donc, il y a un jeu subtil qui se joue. Mais, bon, le problème fondamental, c'est ça. Tous les gens qui parlent de nous ne se rendent pas compte qu'il n'y a pas, dans notre société, de réflexion pacifiste, on va dire, mais je ne parle même pas de pacifisme radical, mais d'opposition aux guerres, autonome. Il n'y a pas de réflexion autonome. C'est exactement, si vous voulez, comme ce qui s'est passé avant les crises avec l'économie. Il n'y avait plus de réflexion de gauche au point de vue économique. On avait dit le socialisme a échoué, l'Union soviétique s'est effondrée, le socialisme c'est fini, les sociodémocrates privatisaient à tout va, même des choses qu'ils avaient nationalisées eux-mêmes dans le passé. Donc c'était l'euphorie, si vous voulez, néolibérale, et on est encore dans l'euphorie de l'ingérence. Il n'y a pas de réflexion alternative solide sur la question de l'ingérence. Alors on me dit c'est l'urgence, il faut sauver les gens de... Ok, Kadhafi est mort, coupé en petits morceaux, qu'est-ce que vous voulez de plus? Et maintenant, le pays dans le chaos, bon, qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous avez gagné. Est-ce qu'on peut réfléchir? Mais non, on ne va pas réfléchir, on va faire la même chose en Syrie, on va faire ça avec Assad. Bon, quand Assad sera tué, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va s'attaquer à l'Iran, et quand l'Iran sera fini, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'attaquer à la Chine, bonne chance. Bon, et donc, je veux dire, est-ce qu'à un moment donné, on va réfléchir? Est-ce qu'à un moment donné, on va discuter dans la gauche? Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de possibilité de discussion, je vous assure, c'est pas facile, parce que Michel Colomb a voulu, bon, puis s'il est modeste, il ne va pas le dire, donc je le dis pour lui, a voulu présenter son livre à la Poste du Travail de Paris, et les soi-disant anarchistes ont fait pression qu'ils ne représentent rien en France, qui sont la CNT, c'est rien du tout. Moi, je suis plutôt anarchiste, donc j'en parle à l'aise, mais ces gens ne représentent rien, et ils ont quand même réussi à forcer la CGT à refuser, à pousser la CGT à refuser une salle à Michel Colomb. Et donc on est dans une situation où même les voix marginales, parce que je suis désolé, Michel Colomb est marginal, moi aussi on est tous marginaux, par rapport aux médias et même par rapport à des médias progressistes comme le Monde diplomatique, etc. On a une position relativement marginale. Et bon, même ça, on estime que c'est scandaleux de laisser s'exprimer. Bon. Donc ça c'est le problème, si vous voulez, fondamental pour moi, c'est qu'il n'y a pas de nous, il n'y a pas de nous comme agents indépendants, de gens qui, guerre après guerre, occasion après occasion, se font, d'une certaine façon, des voitures balais pour parler comme Marine Le Pen, des voitures balais de l'OTAN, c'est-à-dire qu'ils ramassent les gens pour les emmener dans les fourgons de l'OTAN, mais évidemment, ils n'ont pas de position réellement alternative à celle de l'OTAN, et au pire, et c'est ça le pire, c'est parfois ils disent qu'ils n'en font pas assez. Par exemple, ici, j'ai un tract ici, enfin, un appel à manifester à Barbès, à Paris, le 17 mars, et c'est pour le premier anniversaire de la révolution syrienne. Alors on reprend mot pour mot tout ce qu'on trouve dans les, comment dirais-je, dans les médias dominants, 10 000 morts, des villes bombardées, sans relâche, des quartiers, etc. Aucune attention n'est donnée aux informations alternatives. Bon, je laisse la responsabilité à d'autres. Les journalistes tués, ils ont été tués par Assad, rien ne peut arrêter sa machine de mort. Bon, de nouveau, j'ai vu ça contester. Et alors, ils osent écrire, les Syriens sont bien seuls dans leur résistance face à l'oppression, quand d'autres continuent à vouloir soumettre le sort du peuple syrien aux intérêts géopolitiques de telle ou telle nation. Donc c'est une attaque voilée contre la Chine et la Russie, comme si dans le pays voisin, l'Irak par exemple, j'ai jamais vu des manifestations pareilles à Paris à propos de l'Irak, par exemple dans la guerre en Irak. Quand ils ont repris par exemple Fallujah, quand ils ont attaqué Fallujah, c'était aussi une attaque comme l'attaque sur Homs, ou quand ils ont attaqué Sirte en Libye, et j'ai pas entendu de telle protestation. Et donc il n'y avait plus d'intérêt géopolitique d'une telle ou telle nation à ce moment-là. Et c'est nouveau, refuser d'écouter les arguments des Russes et des Chinois, moi je les connais, je pourrais rentrer là-dedans dans la discussion. C'est une volonté absolue
ne pas faire attention à rien. Et évidemment, ils disent la solidarité internationale doit s'amplifier pour faire en sorte que de toute urgence, les massacres cessent et les civils soient protégés. Donc ils appellent à une résolution du style responsabilité de protéger, qui a été utilisée dans la Libye, qui est rendue impossible par la Chine et la Russie, précisément parce qu'ils ont foutu leur balle en Libye en utilisant cette responsabilité de protéger pour effectuer un changement de régime et mettre les rebelles au pouvoir, enfin les rebelles, on ne sait pas très bien qui est au pouvoir maintenant, mais disons pour renverser le régime. Et donc évidemment ils ne sont pas contents de cela. Et alors c'est signé par toutes les organisations, c'est signé par le PCF, par le parti de gauche, c'est-à-dire le parti de Mélenchon, par Europe Écologie Les Verts, qui sont évidemment à l'avant-garde de ce genre de trucs, et par le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui n'est plus si nouveau, qui n'est pas si anticapitaliste que ça non plus d'ailleurs. Mais enfin, c'est un parti. Et donc ce sont les gens qui sont à l'avant-garde de l'ingérence. Ces gens vont au-delà de ce que disent les médias dominants et Sarkozy. Et ça c'est la gauche. Et donc c'est impossible d'avoir un débat, évidemment, parce que je connais un certain nombre de gens, il y a des gens qui ont une organisation qui veulent sortir du colonialisme. Mais des gens qui demandent à la France de s'ingérer dans l'affaire syrienne, qui veulent sortir du colonialisme, ça leur paraît pas bizarre, il n'y a pas des choses qui ne collent pas. Bon. Enfin bref. Donc ça c'est un problème. Alors il y a un autre problème, évidemment, c'est toujours qui est relié à celui-là, ce qui est le soutien aux révolutions arabes, le soutien au printemps arabe. C'est lié à ça, c'est toute la rhétorique du soutien. Mais moi j'ai toujours été contre la rhétorique du soutien. Par exemple, même dans le cas de la Palestine, même dans le cas de la révolution vénézuélienne, je suis toujours contre la rhétorique du soutien. Je vais vous donner un bon exemple. Je ne sais pas s'il est réel ou apocryphe, ça j'en sais rien, mais c'est un bon exemple. Pendant la guerre du Vietnam, une délégation du Parti communiste italien a été rencontrée Ho Chi Minh. Il a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et Ho Chi Minh aurait répondu, enfin d'après l'histoire, faites la révolution dans votre propre pays. Et évidemment ça les embêtait parce qu'ils voulaient bien tout faire sauf ça. Mais en solidarité avec. Mais c'est ça ce qui est difficile. C'est ça ce qui est difficile. Et c'est ça, c'est la même chose pour la Palestine, pour tout, c'est d'agir dans son propre pays, parce que c'est là qu'on est attaqué, c'est là qu'on est vilipendé, etc., de nous attaquer aux puissants. Et c'est ça ce qui est difficile, parce que les manifestations de solidarité, particulièrement avec les ennemis des ennemis de l'État, c'est-à-dire avec les rebelles syriens qui sont des ennemis du pouvoir Assad, qui lui-même est un ennemi de l'État dans lequel on est, ça c'est facile comme tout. Les manifestations contre la propagande de guerre, contre les caricatures de l'empereur d'Allemagne en France pendant la guerre de 14, il ne fallait pas être héroïque pour en faire, hein. C'était l'inverse. Donc, si vous voulez, ça, évidemment, ça, quand vous dénoncez Assad, vous connaissez les Russes, les Chinois, l'Iran, etc., ça vous pouvez le faire tant que vous voulez, ça ne mange pas de pain. Et donc, le problème, évidemment, de la rhétorique du soutien, mais même dans certaines causes, c'est toujours de se dire que toute action in fine est toujours locale, nationale, etc. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous n'avons pas un gouvernement qui nous soutient, que nous soutenons, et nous devons nous organiser ici pour faire pression sur les gouvernements occidentaux, essayer de ramener, si on peut le faire, une partie de la population pour s'opposer aux manœuvres de nos gouvernements. Et si on arrive à faire ça, on aura fait quelque chose. Si on ne fait pas ça, on ne fait rien. Ça c'est mon opinion, et je pense que c'est ça le contenu de la plaisanterie que j'ai faite. Et je vais terminer en disant, par exemple, hier, il y avait l'ambassadeur du Venezuela qui était ici, il y avait un film sur le Venezuela, on lui a posé des questions, et moi je ne pouvais pas être plus d'accord avec lui. Il a dit, on lui a posé des questions sur la révolution bolivarienne, etc. Il a dit, la révolution vénézuélienne n'est pas exportable. Nous, on a un système qui est soi-disant démocratique, capitaliste, etc., qu'on va exporter au monde entier, et qu'on va exporter seulement en bombardant. Parce qu'en fait, on ne va pas aller sur place, les aider, les entrer. On ne va pas faire ça, on n'a pas les gens pour faire ça, etc. Donc, on dit, on va bombarder, on va exporter notre système. Et les Vénézuéliens, qui ont un bien meilleur système, disent, non, on n'exporte pas, on prêche par l'exemple. Moi, je trouve que c'est l'attitude correcte. Et quand je lui ai demandé ce qu'il pensait de la gauche occidentale qui était évidemment en désaccord avec eux, il a haussé les épaules, il est diplomate, il a haussé les épaules, il n'a rien dit, mais bon, mais si vous voulez, c'est quelque chose de très profondément irritant chez moi, et surtout chez les gens qui disent sortir du colonialisme, c'est que pour moi la politique d'ingérence c'est l'héritière de deux tendances, qui sont toutes les deux mortes. L'une évidemment qui est dominante, c'est le colonialisme. Évidemment, à l'époque coloniale, c'était les métropoles qui donnaient les ordres dans les colonies. D'accord? Mais les gens n'ont pas compris que quand il y a la décolonisation, il y a la souveraineté qui naît et les choses changent. Si l'Algérie est occupée par la France et que le gouvernement français torture en Algérie, ça a un sens de protester auprès de Paris. Et si le gouvernement algérien est indépendant et le gouvernement algérien, comme il le fait sûrement, torture en Algérie, c'est pas la même chose que protester auprès de Paris, parce que c'est demander à Paris de s'ingérer dans les affaires intérieures de l'Algérie. Et c'est pas la même chose. Vous pouvez trouver des justifications à cela, mais vous pouvez aussi trouver des objections, comme j'ai essayé de l'expliquer. Et en plus, c'est au gouvernement français qu'on demande de s'ingérer, avec évidemment tout ce que le gouvernement représente en termes d'intérêt, en termes militaires, etc. C'est pas les gens eux-mêmes qui vont s'ingérer, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas l'armée, ils n'ont pas l'argent, etc. Donc, c'est très important
de sortir de cette mentalité qui est le contraste avec le Venezuela ne pourrait pas être plus grand. C'est le contraste avec la Bolivie, c'est le contraste partout où vous allez dans le monde, en dehors de l'Europe, c'est toujours comme ça. Les gens disent on s'occupe de nos affaires, on essaie d'améliorer notre sort, de prêcher par l'exemple, et basta, on ne s'occupe pas des affaires des autres. Et alors il y a, et là évidemment mes voisins ne sont peut-être pas très chauds là-dessus, mais il y a l'illusion de la troisième internationale, c'est l'internationale communiste, c'est-à-dire que je pense que ça domine dans certains secteurs de la gauche, et c'est lié à la rhétorique du soutien, c'est-à-dire que pendant la période soviétique, disons dans les années 30, 40, 50, il y avait la troisième internationale qui, si vous voulez, avait un centre à Moscou, et dans ce centre à Moscou, on décidait la tactique que devaient suivre certains partis communistes. Et donc on avait cette mentalité toujours de décider pour les autres ce qu'ils devaient faire. Maintenant, je ne veux pas faire toute l'histoire de la troisième internationale, hier à boire et à manger, ce serait très compliqué, mais je pense que de toute façon, cette période est révolue. Et en fait, elle est encore plus forte. La mentalité est encore plus forte dans ce qui s'appelle la quatrième internationale, c'est-à-dire chez les trotskistes, le NPA par exemple, qui sont des gens qui sans arrêt savent ce que les autres doivent faire. Et moi je prétends qu'on ne sait pas ce que les autres doivent faire. Moi je ne sais pas ce que doit faire Cuba, je ne sais pas ce que doit faire Chavez, je ne sais pas ce que doit faire Assad, et je ne leur dis pas ce qu'ils doivent faire. J'essaie de dire aux Occidentaux de s'occuper de leurs affaires et de réfléchir à leurs propres problèmes, et s'ils veulent faire le bien dans le reste du monde, il y a beaucoup de choses d'autres qu'ils peuvent faire que faire la guerre. Mais je remarque qu'il y a une tendance dans la gauche qui est héritée de cette période, au nom de la solidarité, au nom de l'internationalisme, etc. Comme je dis, moi je suis totalement internationaliste. Mais ça ne nous dit pas en pratique ce qu'il faut faire. Or je prétends que ces slogans couvrent une mentalité de monsieur je sais tout, on trouve ça très fort au NPA, et ils savent toujours ce que tout le monde doit faire, etc. Et moi je ne sais pas tout, je ne sais pas comment résoudre les problèmes du reste du monde, et je pense que nous ferions mieux d'adopter une attitude modeste qui mène à une politique de non-ingérence. Je vous remercie. Mais c'est à force d'entendre des inepties sur ce pays, qui étaient déjà méconnus, mais que la presse a rendu encore tellement plus méconnu, que je me suis dit que là, il fallait que ça cesse et que j'intervienne à mon échelle en produisant quelque chose. Et j'ai commencé à coucher sur papier mes impressions et mes opinions, une sorte de billet d'humeur sur ce pays. Au départ, j'ai écrit plus ou moins une vingtaine de pages en 3 jours. Ça ne pouvait plus être un article, j'espérais écrire un article, un billet d'humeur, comme il m'en arrive d'écrire souvent. Mais ça ne pouvait pas être un livre non plus. Alors je me suis dit, je vais me calmer parce que je suivais en même temps la situation en Libye. Et j'étais tellement révolté de la passivité, du silence de la gauche par rapport à une guerre coloniale, une guerre d'invasion. On s'est retrouvé dans le même schéma de soutien d'un groupe de population contre une autre. On a soutenu un camp dans une guerre civile et on nous a fait passer cette guerre de reconquête pour une entreprise démocratique. C'est vraiment dans cet esprit-là que j'ai commencé à écrire sur ce pays qui est la Syrie et que je connais de par mes origines, puisque je viens d'une région frontalière de la Syrie, qui en plus a été syrienne jusqu'en 1938, qui a été offerte par la France mandataire à la Turquie pour éviter que la Turquie ne s'allie à l'Allemagne hitlérienne. Et par le plus grand des hasards, c'est peut-être pas un grand hasard parce que c'était quand même dans un certain contexte, mais j'ai rencontré Michel Collomb dans une manifestation contre les bombardements de l'OTAN en Libye, et je lui ai dit, écoute, je suis en train de travailler sur la Syrie, j'ai quelque chose à dire parce que j'y connais un rayon de par mes origines et parce que j'y étais souvent, serais-tu prêt à soutenir cette initiative? On s'est fixé une date, je lui dis le 20 septembre il sera prêt. Et le 20 septembre, je lui ai envoyé un manuscrit, il l'a trouvé défendable, et puis il s'est dit d'accord, on l'adopte, et ça fera partie d'une rubrique, en tout cas d'une série de livres qui ont pour intitulé Informez-vous. Ça s'appelle Informez-vous, et donc le premier numéro était justement consacré à la Libye, et il estimait qu'il y avait pas mal d'informations assez alternatives par rapport à ce pays. Alors, je ne peux pas commencer à parler de la politique intérieure syrienne sans apporter une certaine perspective historique, parce qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe maintenant sans faire un bond en arrière dans l'histoire ottomane, dans l'histoire du colonialisme dont a souffert ce pays, et dans l'histoire du nationalisme arabe. Et il faut savoir d'abord que ce pays a été ottoman de 1516 à 1918, que c'est un certain sultan Selim dit le Terrible qui a conquis la Syrie. C'est devenu une province ottomane jusqu'en 1918. Ensuite,
dans le feu de la guerre, de la Première Guerre mondiale, les colonisateurs français et anglais se sont mis d'accord pour se redistribuer entre eux les territoires ottomans. Ce sont les fameux accords de Sykes et Picot. Alors les Français ont décidé d'occuper le Liban, la Syrie et la province dont je suis originaire, donc cette province qu'on appelle le Sanjak d'Alexandrette, qui changera par la suite de nom après son annexion par la Turquie, qu'on appelle désormais la province du Hatay. Et les Britanniques, comme vous le savez, ont jeté leur dévolu sur la Jordanie, l'Irak, la Palestine, et j'ai pas oublié un territoire, Mossoul, comment? L'Arabie Saoudite et l'Égypte, bien entendu. Après cela, donc les Français ont débarqué. Ils ont eu, avec l'aval de la Société des Nations, ils ont jeté l'ancre sur ce pays qu'est la Syrie à partir de 1920 et ils y sont restés jusqu'en 1946. En 1920, les nationalistes arabes ont voulu bloquer ce décret de la Société des Nations, ce mandat français, ont combattu vaillamment dans un arrondissement de Damas qui s'appelle Maïsaloun. Cette bataille de Maïsaloun s'est soldée par la défaite totale des troupes arabes et d'un certain Youssef El-Azem, qui est le héros national syrien par excellence. Si vous allez en Syrie, vous verrez il a été ministre de la Défense dans le pouvoir de la République syrienne embryonnaire de l'époque, et c'est devenu le héros national par excellence. Mais par la suite, et ça je pense que c'est quand même un élément qui est récurrent dans la politique et dans l'actualité syrienne, il y a eu un mouvement de libération nationale qui a été véritablement multiconfessionnel. Il y a eu ce qu'on appelait la grande révolution syrienne déclenchée par un druze qui s'appelle Sultan Basha, Sultan el-Atrash, qui a rallié toutes les autres communautés. Il y a eu les révolutionnaires musulmans sunnites dans la province d'Alep et de Damas qui se sont rebellés aussi. Parmi eux, il y en a eu des milliers qui ont été fusillés par les colonisateurs français, les mêmes qui veulent actuellement intervenir en Syrie. Alors comprenez un petit peu le mécontentement du régime syrien. D'ailleurs, si vous allez maintenant à Damas, vous pouvez encore voir, pour ceux qui ont été, il y a le fameux Souk al-Hamidi, donc c'est le marché couvert à Damas. Vous pouvez encore voir les impacts de balles de l'aviation syrienne, de l'aviation française, pardon, en 1945. Quelques jours après les bombardements de Sétif en Algérie. Pour se venger des nationalistes arabes, la France n'a rien trouvé de mieux que de mitrailler la population, de massacrer la population syrienne. Alors, je vous ai parlé des Druzes qui se sont révoltés, il y a eu les sunnites qui se sont révoltés, mais il y a eu aussi les Alaouites, qui eux avaient un leader qui s'appelait Cheikh Saleh El-Alem, et qui s'est révolté, qui est un véritable héros national en Syrie, et qui s'est révolté dans la région de l'Atrie et de la Odyssée, jusqu'à la province d'Antioche. Donc il s'est révolté, il a monté les tribus alaouites de tout le littoral, donc l'ouest syrien. Il y a même eu des Kurdes qui étaient donc non arabes, qui ont rejoint, qui ont rallié la révolution syrienne. Il y a un certain Ibrahim Hanano qui est issu de l'intelligentsia, de la classe moyenne alépine. Et il y a eu des Grecs orthodoxes, il y a eu un certain Antoun Saadeh qui a créé le Parti social nationaliste syrien, que certains, aujourd'hui la gauche, assimilent à l'extrême droite, parce que bon, ils ont un logo qui est rouge et noir, et ça confirme le fantasme, le fantasme de notre gauche sur le nationalisme arabe qui s'est accoquiné avec certains mouvements réactionnaires européens, voire nazis. Mais c'est ne pas tenir compte de la réalité syrienne qui était complètement, je veux dire, distante, géographiquement, politiquement, qui ne savait pas exactement les enjeux qui se produisaient en Europe, mais qui se sont tout de même inspirés d'un certain courant libérateur, émancipateur, de libération nationale, donc du nationalisme qui devenait de plus en plus réactionnaire en Europe, qui a connu son ère romantique au XIXe, qui est devenu le cheval de bataille des puissances coloniales dans leur guerre intérieure et inter-impérialiste. En revanche, le nationalisme avait ce côté libérateur, ce côté émancipateur dans cette région du monde. Et en plus, il a octroyé, je dirais, le nationalisme arabe, avec toutes ses limites, parce que bon, le nationalisme arabe, par sa définition, exclut les autres communautés. Donc un Arménien ne peut pas... Il y a beaucoup d'Arméniens
en Syrie, surtout suite au génocide arménien commis par les troupes jeunes turques. Ils ont, en fait, le mode opératoire de ce génocide, ça a été de déporter et de massacrer cette population qui était poussée vers le désert syrien, vers la région de Deir ez-Zor, donc vers une région totalement aride. Et les survivants de ces génocides se sont réfugiés à Alep, à Beyrouth et à Damas essentiellement. Certains d'entre eux ont été rapatriés, excusez-moi les digressions, j'en fais pas mal, mais donc c'est important, pour illustrer le caractère multiconfessionnel de la Syrie, de parler de la présence arménienne en Syrie aussi. Parmi lesquels, j'ai vu par exemple, dans certaines manifestations pro-Bachar à Bruxelles, des drapeaux arméniens qui ont été agités par la communauté arménienne de Syrie. Et il faut savoir que même dans le concert des Nations, l'Arménie a souvent voté contre les résolutions des Nations Unies parce que, pour soutenir en quelque sorte une partie de leur diaspora. Alors, outre les Arméniens, vous avez les Ismaéliens, vous avez les Chiites, donc on a affaire à un véritable patchwork multiconfessionnel qui dérange énormément les puissances coloniales et qu'ils veulent utiliser, ces différences, ils veulent les attiser pour finalement affaiblir, déstabiliser ce pays et en faire une néo-colonie. Alors, brièvement maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après cette lutte de libération nationale, après 1946? La province dont je suis originaire a été, comme je vous l'ai dit, offerte à la Turquie par les Français, et donc amputée de cette région qui est quand même fertile, qui compte un port important qui est le port d'Alexandrette. C'est là que se trouve l'embouchure de l'Oronte, ce fleuve qui traverse le nord du Liban, qui serpente un petit peu en Syrie avant d'arriver dans cette province. Donc c'est une région fort fertile, agricole. Elle s'est retrouvée, donc la Syrie s'est retrouvée amputée de cette région. Mais d'un autre côté, elle était sous la menace directe d'Israël. Israël, créé en 1948, a causé beaucoup de fil à retordre au régime syrien qui était excessivement faible. Et donc c'est suite à ces échecs politiques, diplomatiques et militaires de la part des régimes syriens qui se sont succédés dans les années 50 que le baasisme qui s'est créé dans les années 40 est devenu triomphant en 1963. Il a pris le pouvoir en Syrie et au sein de l'équipe dirigeante baassiste, c'est vraiment le courant le plus militaire, le plus militariste qui a fait un putsch. Il y a eu une série de putsch en fait dans les années 50 et 60 et finalement c'est Hafez el-Assad qui a pris le pouvoir en 1970. Lui, il est issu de l'appareil militaire, il était dans l'aviation, c'était un pilote de chasse. Et peu à peu, il a commencé à construire une sorte de nationalisme arabe oblige, une sorte de socialisme sauce arabe par en haut. Alors, quelles sont les caractéristiques du régime syrien? D'abord, il se targue d'être almani, donc laïque. La constitution syrienne adoptée en 1973, prévoit, donc garantit la laïcité dans le pays, avec une clause selon laquelle le président doit obligatoirement être musulman. Mais comme Hafez el-Assad faisait partie d'une minorité religieuse pas reconnue par les instances religieuses musulmanes, il a dû se faire accepter en tant que musulman, parce que les Alaouites, historiquement, ont toujours été rejetés, criminalisés, on leur crachait dessus quand on les voyait dans la rue, on ne leur serrait pas la main, on n'irait jamais acheter de la viande chez un boucher alaouite. Donc ils étaient complètement diabolisés par les communautés dominantes, essentiellement de la part des fondamentalistes sunnites. Et donc il a eu un certain mal à se faire accepter par la majorité syrienne. Mais la magie syrienne a fait que c'est devenu du jour au lendemain un musulman, il a été considéré comme un musulman. Lui a voulu retirer cette clause donc qui obligeait le président à être absolument musulman, mais il y a eu des révoltes assez meurtrières à Homs et à Hama. Donc ce sont finalement ces deux villes dont on parle beaucoup actuellement ont ce côté réactionnaire. Il y a dans certains quartiers de ces villes un courant malheureusement fondamentaliste qui est extrêmement hostile aux autres minorités, comme Hariri, qui est un libano-saoudien hostile au régime de Bachar el-Assad. C'était vraiment le moment et la personne clé pour semer encore plus de troubles, encore plus déstabiliser le front syrien,
qui est lui-même soutenu par l'Iran et par le Hezbollah, le fragilisait et précipitait sa retraite. D'ailleurs, les assassinats ciblés tels que celui d'Hariri correspond à la politique israélienne d'élimination. Ils l'ont fait dans les Émirats Arabes Unis, ils ont tué un dirigeant du Hamas dans un hôtel. Ils assassinent assez souvent des ingénieurs iraniens. Il y a eu le fameux boucher de Sabra et Shatila, le chef des milices chrétiennes fascistes, les phalangistes, qui avait été, qui avait reçu la visite de Cornille et de Dubié, parce que ces deux députés, ces deux sénateurs voulaient le faire venir pour témoigner dans le cadre de la fameuse loi de compétence universelle et voulaient faire condamner le massacre de Sabra et Shatila. Comme il avait l'intention d'impliquer Israël, sa voiture a explosé en plein cœur du Liban quelques jours après que Dubié et Cornille l'aient rencontré. Donc, à mon avis, il n'y a pas photo. L'assassinat de Hariri, en tout cas, à qui profite le crime, essentiellement aux Israéliens et alors aussi à la péninsule, en tout cas aux pétromonarchies, qui à peine les troupes syriennes se sont retirées du nord du Liban, que les mouvements salafistes, soutenus, financés par l'Arabie Saoudite, par le Qatar, ont vraiment élu domicile, surtout dans la région de Tripoli. Et c'est depuis cette ville de Tripoli que le terrorisme anti-syrien a commencé à se développer à partir de 2005. Alors, il est curieux d'entendre parler de terrorisme. Si je vous parle de terrorisme contre le régime syrien, je pourrais presque passer de nos jours, je pourrais presque passer pour un suppôt du régime de Bachar el-Assad, parce qu'il est clair dans nos médias qu'il n'a pas affaire à du terrorisme. Il est confronté à un mouvement démocratique, philanthropique, humaniste, tout ce qui est le plus honorable et acceptable. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe. Il y a effectivement un mouvement social que le régime syrien a voulu mater dans le sang, par crainte d'être renversé. Celui qui s'est déclaré dans la ville de Daraa à partir de mars 2011, mais qui a très vite été récupéré par des mouvements salafistes dont l'agenda, dont le programme est totalement en accord avec celui des Israéliens. Les salafistes, ce qu'ils veulent, c'est complètement détruire l'influence chiite et iranienne en Syrie, au Liban et ailleurs. Les Israéliens ont une peur bleue du Hezbollah, qui les a battus en 2000. C'est le Hezbollah qui a libéré le Sud-Liban et qui a, pour ceux qui ont suivi cet épisode de la résistance arabe, c'était une des premières fois que les troupes arabes parvenaient à égratigner, je dirais, cette invincibilité dont s'était drapée l'armée israélienne, l'armée du Tsahal, le 25 mai 2000. Et puis il y a eu les bombardements du Liban qui se sont soldés par une défaite israélienne. Donc on peut dire qu'actuellement les Israéliens ont une peur bleue du Hezbollah parce que c'est un mouvement patriotique, c'est un mouvement qui est, contrairement à bien des mouvements musulmans, c'est un mouvement qui a un programme politique unitaire. Il se bat pour l'unité du Liban, il se bat pour l'unité du monde arabe, pour la libération de la Palestine. Il a une stratégie. Quand vous entendez parler de Nasrallah, il ne se répand pas dans des diatribes anti-juives ou autres. Il a vraiment un discours rationnel, une stratégie et un discours progressiste, on peut le dire. Donc c'est le genre d'ennemi qui déplaise à Israël parce qu'en plus il a une branche militaire qui a fait ses preuves. Du fait aussi qu'il est l'allié de l'Iran, actuellement les meilleurs alliés, les alliés objectifs en tout cas au Liban, en Syrie et dans les autres pays arabes, ce sont les mouvements sunnites radicaux qui sont en lutte contre l'Iran et contre les mouvements chiites qui sont aujourd'hui, qui forment un front autour de l'Iran. Ce pourquoi Israël n'espère qu'une chose, c'est la destruction de la Syrie actuelle, mais avec l'espoir qu'elle soit remplacée par un gouvernement Israël-friendly. Alors, quelles sont les perspectives de remplacement et quelles sont les alternatives pour les Américains? Bon, ils misent forcément sur les frères musulmans, comme ils l'ont fait un peu partout dans le monde arabe, mais ils ont une double stratégie. Ils ont besoin des mouvements salafistes pour battre militairement le régime syrien, mais ils ont besoin de cet islam light, libéral. En fait, quand ils parlent d'islam modéré, c'est modéré par rapport à eux et par rapport à leur politique étrangère, par rapport à leur programme économique. Ils ont besoin des frères musulmans
qui ne sont plus ce qu'ils étaient dans les années 80, qui ne sont plus un mouvement armé. La plupart sont des vétérans, ils ont été complètement laminés par le régime de Bachar el-Assad. C'est devenu un mouvement d'exilés, donc ce sont les Bayanouni et autres qui vivent en Allemagne, à Londres et certains d'entre eux en France. Et donc, une des alternatives qui est défendue par les États-Unis, c'est créer un régime fantoche dominé par les frères musulmans. Il faut savoir que les frères musulmans de Tunisie, d'Algérie, même s'ils n'ont pas pouvoir, même en Algérie, au Maroc, ont tous de bonnes relations avec les États-Unis. Soit ils ont été rencontrer les ambassadeurs, soit ils ont été invités en délégation à Washington, et ils ont tous trouvé un terrain d'entente, notamment sur la politique à mener à l'égard d'Israël. Pareil pour les frères musulmans syriens, et pareil pour le Conseil national syrien, qui est dominé par les frères musulmans. Ce n'est pas un secret, même si Burhan Galioun n'est pas, lui, le dirigeant de ce front, même s'il ne se revendique pas en tant que membre des frères musulmans, l'écrasante majorité fait partie de cette tendance frériste. Alors, voilà pour la perspective historique. Merci à TAC de nous accueillir. Vous avez pris de gros risques parce que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais les deux personnes qui viennent de parler et celle qui va parler sont en fait proches de Joseph Goebbels, sont dans le dernier refuge des Vauriens et constituent les manifestations les plus brutales de la pensée réactionnaire. Et proximité idéologique avec un régime assassin, fascination pour le totalitarisme. En fait, attention, hein, c'est une presse très sérieuse, c'est dans le Soir. Ah, tiens. 28 février. Par qui? Martoz. Jean-Paul Martoz. Wow. Non, non, c'est bien. C'est ça. Human Rights Watch. Qui se dit journaliste. Human Rights Watch. Jean-Paul Martoz, c'est effectivement Human Rights Watch, c'est-à-dire George Soros, c'est-à-dire un des plus grands bandits et assassins de la finance et de la spéculation internationale, qui a mis en faillite la sécurité sociale des Britanniques avec des spéculations qui l'ont enrichi, qui a mis en faillite toute une série de pays en Asie avec sa spéculation. Et M. Martoz, qui n'est pas gêné, financé par ça, déverse des sornettes, parce qu'il n'y a jamais le moindre fait, il n'y a jamais la moindre chose consistante dans ses chroniques. Il y a 2 semaines, il comparait Hugo Chavez à Victor Orban, donc c'est vraiment de la propagande, hein, c'est un peu debout. Mais on va revenir sur son analyse. En fait, il n'y a pas que lui. Dans le même journal que, pour mon malheur, je lis depuis que je suis tout petit à mon petit déjeuner le matin, ça me gâche mon breakfast tous les matins, mais il faut bien savoir ce qui se dit en face. Et dans le même journal, vous avez quelqu'un comme Baudouin Los qui a des informations souvent intéressantes sur la Palestine, mais dès qu'il s'agit d'une guerre des États-Unis contre l'Irak, la Libye, la Syrie ou d'autres, c'est ce que j'appelle des journalistes soldats. C'est-à-dire que, en fait, dans toute cette propagande qu'on a sur la Syrie, je pourrais prendre les exemples sur la Libye et d'autres, mais on va le faire le plus bref possible. Dans toute cette propagande, on retrouve les 5 grands principes de la propagande de guerre, comme je les ai synthétisés dans Israël, parlons-en, à savoir cacher les intérêts économiques, cacher l'histoire, diaboliser, se présenter en victime et monopoliser. J'explique. Toute l'attitude des États-Unis et de leur petit allié européen actuellement par rapport au monde arabo-musulman est présentée en cachant soigneusement les intérêts économiques et stratégiques. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient ou dans les environs, ça n'a bien sûr rien à voir avec le pétrole, rien à voir avec les profits des multinationales. Une déclaration qui vient pourtant d'une crapule qui est de leur côté, à savoir Wesley Clark, qui a dirigé les bombardements sur la Yougoslavie en 1999. Et c'est une citation que j'ai déjà citée, mais
Je la reprends parce qu'elle est absolument fondamentale si on veut voir le plan stratégique qui est mis en œuvre et qui ne va pas s'arrêter à la Syrie, et si on veut cesser de pleurer après chaque guerre, mais essayer surtout d'anticiper celle qu'on est en train de préparer. Wesley Clark visite un général du Pentagone en novembre 2001, et ce général lui dit, je cite, « J'ai ici une note venue d'en haut qui décrit comment nous allons prendre 7 pays. » L'Afghanistan, c'est déjà commencé. 7 pays, c'est Irak, Syrie, Liban, Libye, Somalie, Soudan et pour finir l'Iran. Novembre 2001. Tout le programme, il est là. Ils le disent eux-mêmes, mais toute l'information qu'on sort dans le soir, dans les télés et l'information qu'on sort pour les gens, c'est exactement le contraire de ce que les bandits d'en face eux-mêmes nous disent qu'ils sont en train de faire. Et donc, on est obligé, si on veut comprendre ce que les États-Unis font en Tunisie, en Égypte, en Libye, contre la Syrie et demain contre l'Iran, on est obligé de reprendre, de situer ça dans le cadre global. Et c'est pour ça que nous avons intitulé ça « La stratégie du chaos » dans les entretiens que nous venons de publier avec Mohamed Hassan sur le lien entre impérialisme et islam. Le fil conducteur qui traverse ce livre et qui permet de comprendre ce que les États-Unis font et vont faire en Tunisie, en Libye, en Syrie, en Égypte, avec l'Arabie Saoudite et avec l'ensemble des pays arabo-musulmans. Je parle aussi de Somalie, Soudan et Afghanistan, Pakistan, parce que tout ça est lié. Tout ça est lié par le fait que les États-Unis sont d'une part une puissance économiquement, financièrement, politiquement en déclin, et même militairement. Ils n'arrivent même pas à gagner une guerre contre des ennemis de taille moyenne comme l'Irak ou modeste comme l'Afghanistan. Et s'ils veulent se maintenir dans le rôle de superpuissance qui leur rapporte tellement, ils sont obligés de prendre le contrôle du monde arabo-musulman, non seulement pour les bénéfices énormes que le pétrole rapporte, pas besoin de vous expliquer quelle place ont dans l'économie et dans le système des multinationales les firmes comme Exxon, BP, Chevron, etc. Mais il faut aussi contrôler le monde arabo-musulman pour empêcher une alliance de puissances comme il y avait l'Irak, il reste l'Iran, avec la Russie et la Chine. Parce que la grande pensée stratégique des États-Unis, il faut rappeler que Obama c'est un disciple de Zbigniew Brzezinski, qui est le stratège fondamental des États-Unis, employé de Rockefeller et donc de Exxon, président Carter, l'homme qui a lancé l'opération Ben Laden pour provoquer la guerre en Afghanistan. Et Brzezinski, qui est derrière cette stratégie d'Obama, a bien expliqué dans son livre Le Grand Chessboard, Le Grand Échiquier, il faut absolument empêcher une alliance entre les rivaux, une alliance entre l'Europe, il pensait à l'Allemagne et la Russie, et puis en Asie, il faut empêcher une alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran. Éventuellement l'Inde, qui pourrait devenir un jour, qui est en train de devenir une puissance importante aussi. Et donc, on est en train, dans le cadre du grand affrontement non déclaré des États-Unis contre la Chine, on est en train de grignoter pas à pas. Et justement, ce que le livre, ce que Mohamed Hassan nous a appris dans ces entretiens qu'on a eu avec lui, et ce qui montre vraiment bien, c'est que toute une série de conflits qui se déroulent dans des régions où vous dites mais il n'y a pas de rapport avec la Chine, pourquoi, c'est une affaire locale, en réalité, il y a tout le long de la côte de l'Afrique, le Soudan, la Somalie, aussi l'Afghanistan, le Pakistan et toute une série de ces pays, et là aussi on peut ajouter maintenant la liste, la Libye et d'autres pays, Madagascar, tout ça, enfin il y a toute la liste des pays. Tous ces pays se sont à un moment donné tournés vers la Chine comme partenaire, veulent échapper au chantage des multinationales des États-Unis et de l'Europe, veulent avoir une alternative, et donc ça n'est pas toléré. Et les États-Unis sont en train de prendre les morceaux faibles, en commençant par les plus faibles, ou ceux qu'ils estiment les plus faibles, dans le cadre d'une confrontation globale. Évidemment, la possibilité d'attaquer directement la Chine comme ça, mais il faut absolument l'isoler, l'affaiblir,
la priver de tous ses partenaires, la priver de matières premières, et pouvoir faire avec la Chine ce qu'on a essayé de faire avec la Russie. Ça a réussi seulement à moitié, puisque Yeltsin n'a pas pu terminer son travail. Et donc, ces choses-là sont toujours absentes. Les États-Unis sont toujours, comme Jean l'a expliqué, présentés de façon complètement hypocrite, comme les Européens avec, comme des grands démocrates qui se soucient de la démocratie, c'est bien connu. Ils ont mis en place quasiment tous les dictateurs en Afrique, ils les protègent depuis 30 ou 40 ans, mais là, c'est pas grave parce que ce sont des dictateurs amis. En Amérique latine, vous avez eu un exemple, Jean a parlé de Mossadegh en Iran, et ils ont fait le coup avec Zelaya au Honduras. Hein. Il y avait au Honduras, en Amérique centrale, Zelaya, qui est un des plus riches du Honduras, un propriétaire terrien, donc pas vraiment le genre de copain à nous. Mais à un moment donné, il s'est dit, c'est quand même plus intéressant pour mon pays de cesser de se faire bouffer par les États-Unis, donc je vais plutôt faire des alliances avec le Brésil, le Venezuela et les pays latino-américains. Mais il a ramassé un coup d'État militaire. Et maintenant, il y a une répression épouvantable au Honduras, et ces journalistes mercenaires du soir, de Libé, du Monde et ailleurs n'en disent absolument pas un mot. Parce que ça, c'est pas les bonnes victimes, comme disait Chomsky. C'est les victimes de nos amis. Donc, très brièvement encore sur les intérêts et la stratégie, on nous apprend là, comme ça, dans une petite colonne du soir, que le Qatar vient de dire que finalement, il faut quand même faire quelque chose pour aider les Syriens. Ce soulèvement a maintenant 1 an, pendant 10 mois il était pacifique, ça c'est un mensonge complet, personne ne porte ses d'armes, mensonge complet, mais maintenant, dit le Qatar, il est temps d'envoyer des armes et d'aider sérieusement les Syriens. Los Martos et compagnie vont évidemment pas dire que le Qatar c'est une théocratie, c'est un régime réactionnaire qui n'a rien de démocratique. C'est quand même curieux de venir appeler à construire la démocratie en Syrie avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, où une femme qui prend le volant va en prison directement, et où, mais vous connaissez l'Arabie Saoudite, il n'y a pas besoin de faire un portrait. Il n'y aura évidemment pas de campagne chez Los, chez Martos et compagnie pour dire il faut absolument mettre fin à ce régime barbare de l'Arabie Saoudite qui déshonore l'humanité, il faut arrêter tout de suite. Ah non, c'est les copains des États-Unis, c'est les copains de notre gouvernement, donc ceux-là, il n'y aura pas de campagne contre eux. Il y aura de temps en temps une petite brève comme ça rapide, mais pas de campagne. Donc, l'affaire du Qatar est très importante parce que les communautés arabes et musulmanes en Belgique, en France, en Europe en général, ont été beaucoup plus vigilantes sur ce qui se passait en Irak ou en Palestine, en partie grâce au fait que des journalistes courageux d'Al Jazeera ont fait un travail remarquable et parfois au prix de leur vie pour informer sur les crimes des États-Unis dans ces pays-là. Et donc Al Jazeera a acquis une réputation sur laquelle maintenant l'émir du Qatar, propriétaire d'Al Jazeera, table pour vendre sa guerre contre la Libye, contre la Syrie. Le Qatar convoitait à femme basse sur le gaz de la Libye et veut devenir le grand producteur pro-occidental de gaz au niveau mondial. Et donc ses intérêts sont complètement cachés. Et donc on a dans Al Jazeera maintenant le même genre de propagande qu'à CNN, à TF1 ou à RTL. Ça, il faut le savoir. Et malheureusement, ça veut dire que la vigilance des communautés arabes et musulmanes est en train de se faire avoir, mais provisoirement, j'espère. Le deuxième principe de la propagande des guerres, mais on va être beaucoup plus bref sur les autres, c'est qu'il faut soigneusement cacher l'histoire. Et comme Bahar l'a dit, cacher le fait que la France a colonisé la Syrie et s'est comportée de manière criminelle là-bas. Cacher, bien entendu, toute la question d'Israël qui est derrière. La Syrie est un des pays attaqués par Israël, un des derniers pays qui maintient la résistance, et c'est évidemment à ce titre que on veut abattre tous ceux qui résistent encore à Israël. Il est clair que si la Syrie est brisée, le Hezbollah aura une situation beaucoup plus difficile pour résister, et on va aider Israël. Ça, bien entendu, ça ne peut pas passer dans la presse aux ordres. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, ça consiste à diaboliser l'adversaire, et ici, on va être très clair. Il ne s'agit pas de dire que le gouvernement d'Assad c'est magnifique, c'est
vraiment ça le modèle de société qu'on voudrait. Il y a énormément de choses qui sont inacceptables hier et aujourd'hui, ça doit être dit clairement, mais en fait, quand un média comme Le Soir, Le Monde ou Libé décide de diaboliser un gouvernement, on va soigneusement mettre de côté tout ce qu'il fait de bien pour ne reprendre que ce qu'il fait de mal, et comme il n'y en a pas assez, pour en rajouter énormément. Et là, pour en rajouter, on est très fort, parce que je pense comme Barr que la situation en Syrie est complexe et que une guerre civile, ça n'est jamais rose, et on ne peut jamais dire que d'un côté tout est fait magnifiquement et que tous les torts sont de l'autre côté. Mais il faut quand même s'interroger, si la vérité est tellement claire, si les faits suffisent, pourquoi Le Soir est obligé de rajouter toutes les semaines, voire tous les jours, des mensonges contre Assad? Et alors il faut toujours bien vérifier, quand on parle d'atrocité, de diabolisation, quelles sont les sources. Et je vous engage à relire, si vous avez le courage, tous les articles de Baudouin-Loup, c'est intéressant. Les sources, il y en a 3, toujours les mêmes, tout le temps, mais on les oublie évidemment, on ne fait pas attention. Et une des 3, c'est tout le temps l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Alors ça sonne bien, la Ligue des droits de l'homme en Belgique a un prestige, donc ça c'est sérieux. S'ils le disent, c'est que c'est neutre et objectif. Mais non, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, c'était inconnu avant cette guerre, c'est 2 personnes et demie qui sont à Londres, et c'est quelqu'un de totalement suspect, c'est tout d'un coup arrivé, de même que pour la Libye, il y avait tout d'un coup une organisation des droits de l'homme qui faisait des proclamations sur 6000 morts avec des bombardements de Kadhafi, etc. Puis en réalité, le type, il faisait partie du CNT, donc du gouvernement des rebelles, et il avait aussi, quand il était porte-parole du CNT, il avait dit on n'oubliera pas la France pour les contrats pétroliers, ce qui s'est vérifié. Donc c'est une curieuse ligue des droits de l'homme qui en même temps offre des contrats pétroliers si la France bombarde Kadhafi. Donc ça, Baudouin-Loup ne se pose pas la question, vous pouvez vérifier, toutes les semaines, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, mais il n'y a pas que lui, l'AFP, tous les autres, c'est toujours les mêmes sources qui vous avancent des chiffres que personne n'a vérifié et n'ira vérifier, et en fait, ça fait partie de l'arsenal de propagande. C'est quelque chose que les États-Unis ont mis au point. Ils ne peuvent pas évidemment lancer leurs informations eux-mêmes directement, donc il faut que ça passe par différents relais qui sont des ONG ou des soi-disant observatoires de ce genre. Après, donc ça c'est le 3e principe de la propagande de guerre, il faut diaboliser. Et le 4e, c'est qu'il faut toujours se faire passer pour des victimes et il faut toujours faire passer nos agents, nos instruments, comme étant des civils, des innocents, des gens qu'on massacre, qui n'ont absolument pas de sang sur les mains. Et là, c'est vraiment curieux, c'est même scandaleux comment Le Soir et les autres médias de ce genre font systématiquement silence sur les révélations de Wikileaks. Il y a tout là-dedans, qui vient des propres documents de l'administration des États-Unis, tout y est. Si on remplaçait enfin Le Soir et compagnie par Wikileaks, on aurait l'information totalement contraire. Donc c'est évidemment pour ça qu'ils ont diabolisé Wikileaks, qu'ils ont été complices de la manière dont on a éliminé Wikileaks avec une procédure bidon, et on n'a parlé que de la vie sexuelle de monsieur machin, comme si c'était ça qui était intéressant. Et si les médias faisaient honnêtement leur travail, des médias comme nous, on ne devrait pas exister, hein, on n'a pas besoin qu'on existe. Donc ça doit être clair. Et Wikileaks a déclaré, il y a dans des câbles qu'ils peuvent lire, mais qui vous cachent. Il a déclaré que la grande crainte, c'était qu'on constate que l'opposition syrienne était effectivement financée par Washington et qu'alors ça poserait des problèmes. On présente toujours qu'il y a une opposition indépendante, démocrate, c'est des braves gens, et on dit qu'on leur a mis plein d'argent, qu'on les a mis en place, qu'on leur a donné leur stratégie, leur formation, qu'on leur donne tous les instruments, le financement et les armes. Donc, il faut absolument diaboliser l'adversaire et en même temps présenter nos instruments comme des anges, comme de parfaits innocents. Et là, on a eu,
C'est très difficile, évidemment. Pour les gens qui sont loin, on n'a pas la possibilité d'aller en Syrie. C'est très difficile de vérifier tout ce qu'on nous raconte et tous les faits. Et je ne pense pas qu'Assad est un ange et je ne pense sûrement pas que ces forces de sécurité sont des anges. Donc, ça doit être clair. Mais si on veut en avoir le cœur net, il faut quand même essayer à un moment donné de prendre une affaire sur laquelle on a accès aux différentes versions et de voir comment c'est traité. Alors vous vous souvenez, il y a eu l'affaire de ce journaliste français, Jacquier, qui a été tué il y a quelques semaines à Homs. Et là, on a eu un déferlement d'indignation de Baudouin-Lose et compagnie dans le soir, comme quoi, vous vous rendez compte, Assad, il tue les journalistes français, vraiment, il faut faire quelque chose. Et pendant 2-3 jours, on n'a eu que la version officielle. Jacquier a été tué par Assad, l'armée officielle. Évidemment, dans ce type de journalisme, il n'y a jamais une seconde, une réflexion, mais est-ce qu'Assad est idiot à ce point-là de faire venir un journaliste, de lui fournir une escorte, et puis de le tuer? Admettons qu'il soit un grand dictateur, qu'il soit barbare, qu'il soit tout ce que vous voulez, mais est-ce qu'il est en plus aussi idiot de faire ça? La question à qui profite le crime n'est jamais posée dans ce type de journaliste-soldat. Et après quelques jours, on a l'autre version, mais elle est soigneusement écartée par Lose et compagnie. Et puis tout d'un coup, ils ont une sale blague. Il y a Mal Bruno dans le Figaro, qui est un journaliste archi à droite, archi aligné sur l'Occident, qui dit: ah, c'est pas Assad qui a tué Jacquier, c'est les rebelles, c'est nos amis. Et il dit: j'ai les confidences des rebelles eux-mêmes. Et c'est vrai, il est tout à fait proche de l'armée syrienne dite de libération, et ils lui disent: ah oui, c'est nous, on a fait une bêtise, c'est nous. Et alors à ce moment-là, ils sont emmerdés comme tout, au soir et compagnie, et le lendemain, vous lancez un article: mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne peut pas passer ça sous silence, ça circule complètement sur Internet, ces emmerdeurs d'investigation et tout ça sont en train de le raconter, et puis ça circule, il faut qu'on dise quelque chose. Alors on va faire un article, et ça c'est le typique article que j'avais analysé dans Attention Média sur la gestion des mauvaises nouvelles, pour semer la confusion. Donc on concède un tout petit peu, mais pour remettre un peu plus de brouillard encore. C'est-à-dire que là on est bien obligé de dire qu'il y a deux versions, mais on fait tout pour casser la version que ça serait les rebelles. Et de toute façon, on jette. Alors, la technique qui a été employée, comme il y avait ce témoignage très clair, c'est que Jacquier serait tombé dans un piège de la sœur chrétienne Agnès Mariam de la Croix, qu'il avait invitée, que ça c'est une passionnariat qui est complètement pour Assad, et que en fait le pauvre Jacquier est tombé dans un piège. Et donc on s'en sort. À la fin, on met évidemment 3 conditionnels et 3 points d'interrogation, comme ça le lecteur se dit bon, c'est à suivre. Et puis on n'en parle plus trop, et puis quelques jours après, dans la plume de Van Troyen par exemple, et dans d'autres, j'ai revu que l'assassinat de Jacquier était de nouveau attribué à ça. On temporise une semaine, et puis on revient avec la même nouvelle, prouvée fausse. Et en fait, l'histoire de Jacquier est très typique parce que il est venu avec une lettre de France Télévisions qui a demandé au gouvernement et au ministère de l'Information de permettre à Jacquier de faire un reportage. Et alors, ils ont dit, voilà, le reportage qu'on veut faire, c'est ceci. Tourner dans les rangs de l'armée syrienne, accusée par la plupart des médias du monde entier de réprimer le mouvement de contestation dans le sang, peut-être à tort, point d'interrogation, dit France Télévisions. On ne lésine devant aucun moyen pour se faire inviter. Et une fois qu'ils sont à Damas, et qu'effectivement ils sont, bon, un pays en guerre, donc c'est normal, ils se font escorter, ils sont encadrés, ils doivent avoir des autorisations pour se déplacer, et le gouvernement les invite et leur fait un programme.
Jacquier dit à sa collègue de CNN qu'il est obligé d'aller dans les zones loyalistes, mais que dès qu'il le pourra, il désertera, il abandonnera le programme pour aller chez les rebelles. Et ils veulent aller à Homs, en fait, pour faire un reportage contre le régime. Ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai organisé un voyage en Irak au moment où il allait être attaqué par Bush, un peu avant. On a organisé une mission des inspecteurs de la paix, on était 120. On voulait aller interroger les Irakiens, se rendre compte de la situation, et on a des journalistes qui sont venus de différentes télés, dont un certain Émeric Caron de Canal+. Et donc au début, c'était vraiment... le programme lui allait très bien, tout ce qu'on proposait de visiter c'était bien, on avait du temps libre, on pouvait visiter. Et après un jour, on était une dizaine de jours sur place, et après un jour, il a dit bye bye, moi je fais mon truc, je me débrouille. Et tout ce que ces gens viennent en fait, ils viennent sur place pour confirmer ce qu'ils savent déjà et pour rapporter les images qui vont prouver ce qu'ils savent déjà. Ça ne les intéresse absolument pas d'écouter les deux camps. Dans un tribunal, c'est quand même normal. S'il y a deux parties qui disent l'une blanc, l'autre noir, le juge va dire je vous écoute tous les deux et je me fais mon opinion. Mais ce genre de journaliste-là a déjà décidé avant que c'était noir et ne veut pas écouter les autres, même s'ils rusent comme ça a été fait ici. Et donc ici, ils n'ont pas voulu le programme qui leur avait été proposé. Jacquier est allé avec d'autres journalistes à Homs. À ce moment-là, on leur a dit que, je cite, la Syrie c'est à Homs c'est l'enfer, et il est interdit de s'aventurer à Homs au-delà de 15 heures, parce qu'à partir de 15 heures, les tirs reprennent chaque jour depuis les quartiers rebelles. Donc ils ont été avertis. N'empêche qu'ils y vont sur place, ils se perdent les uns les autres, et ils commencent à faire des visites à 14 heures, et un groupe de forces de sécurité les éloigne, les accompagne, pardon, et leur dit de ne pas s'éloigner parce qu'il faut veiller sur votre sécurité, il faut vite partir, on a un quart pour partir. À 14h45, le colonel leur dit il est temps de partir. Ils refusent, et la télé flamande avec Franck s'est allée un peu plus loin aussi, ils se perdent, et donc le groupe avec Jacquier décide en fait, il y a une partie des journalistes qui sont prudents et qui décident de partir, et les autres décident de rester, et ils se mêlent à la manifestation pro-Assad, dans Homs. Ils se mêlent à la manifestation pro-Assad. Les rebelles qui tirent voient que le car avec les journalistes s'en vont, oui, et donc ils disent ça y est, et on tire sur la manifestation et on tue les journalistes comme ça, par erreur. Est-ce que vous croyez que tout ça va être expliqué dans le soir, dans Le Monde et dans l'IB? Est-ce que vous croyez que ces journalistes mercenaires comme Loos, Martos et compagnie vont accepter un débat contradictoire sur les faits? Je parle sur les faits. Je me fous de savoir s'ils sont pour ceci ou pour cela, et ça n'a pas d'importance de savoir pour qui je suis ou non. Il faut, en tant que journaliste, d'abord discuter et vérifier les faits. Et en fait, on aboutit ici au 5e principe de la propagande de guerre, c'est qu'il faut monopoliser l'information. Et donc, tout le travail que je fais maintenant depuis 20 ans, avec des livres comme Attention médias sur la guerre contre l'Irak, ou sur les guerres contre la Yougoslavie, ou Chavez ou Israël, tout ce travail que nous faisons maintenant avec notre petite équipe d'investigation est censuré par le soir. Il n'y a pas une ligne, jamais, sur aucun de ces bouquins, et il se fait qu'on a été invité dans un débat par Amnesty International à l'ULB il y a quelques mois, et là se trouvait Fiorilli qui dirige la page des débats et tout ça dans le soir, et donc il y a des gens dans la salle qui ont demandé comment ça se fait que vous donnez jamais la parole à Colomb, ni en tribune libre, ni dans vos articles, ni même pour le critiquer. Et donc il a esquivé pendant un bon moment, et effectivement on est dans une censure totale, mais bon, je ne suis pas la seule victime de ça. Je pense que Jean Bricmont n'est pas très souvent interviewé et cité dans ce journal. Je pense que Anne Morelli me disait « Ah, moi, ils adorent m'interviewer sur les religions, les sectes ou l'histoire des immigrés, ça ne fait pas trop mal, mais le fait que je sois spécialiste des médias, ils ne vont jamais m'interviewer. » Chomsky non plus, il ne va jamais être cité dans sa fameuse déclaration que les médias ne sont pas là pour informer, mais pour faire en sorte que les citoyens suivent la politique de leur gouvernement. Et donc, que vous preniez Jean, ou Chomsky, ou Morelli, ou encore d'autres, tout ce que nous on écrit, ça montre qu'au minimum, il y a deux versions sur les faits. Et qu'au minimum, si on était vraiment, comme on se prétend, un journaliste objectif qui essaye d'informer ses lecteurs et d'être à leur service,
on donnerait les deux versions, et on dirait aux gens, faites-vous votre opinion vous-même, on les traiterait en adultes. Et donc là, on est obligé de faire la censure, et alors, M. Martos nous associe, donc sans jamais nous citer, parce qu'alors évidemment, on aura un droit de réponse, et les gens pourraient vérifier que ça ne tient pas debout. Donc on nous associe à Goebbels et à tout ce que j'ai raconté. Anti-impérialiste bande, pas très gentil pour les gens qui ont perdu un œil, mais bon, c'est sa morale. Et c'est tout dans la diabolisation, quoi. Il n'y a absolument rien de vérifiable. Évidemment, les gens qui nous connaissent, ils savent ce qu'on écrit, ça ne va pas les impressionner, mais le but, il est différent. Le but est d'empêcher les gens qui se poseraient des questions et qui seraient curieux d'aller voir ailleurs. Ça, il ne faut absolument pas. Et en fait, c'est parce qu'on est dans une guerre de l'information. Il faut bien savoir, un journal comme Le Soir vit de la pub. Hein? C'est pas l'acheteur qui paye Le Soir, c'est la publicité. Et vous n'allez pas évidemment dire que les multinationales pétrolières commettent des crimes en Irak, en Libye, dans toute une série de dictatures africaines comme le Nigeria et ailleurs. Vous n'allez pas écrire des articles sur ça avec au verso une publicité pour Exxon ou Total. Ça, c'est pas possible. Vous n'allez pas dans des journaux comme ça dire que la bagnole c'est quand même un peu trop, que maintenant on est complètement victime du tout à la voiture et qu'il faudrait du transport en commun, en service public, gratuit, rapide, de bonne qualité, et qu'on cesse d'avoir tous les méfaits de la pollution, parce que derrière vous auriez évidemment plus la publicité de Renault, de Mercedes ou de je ne sais quelle bagnole qui font vivre ces journaux. Donc on ne peut pas parler des crimes des multinationales dans l'information, on ne peut pas dire que nos gouvernements font des guerres pour les multinationales, et finalement, de quoi est-ce qu'on peut parler alors? Et c'est très important, cette diabolisation qu'ils sont en train de faire, parce que Jean a mentionné le fait que un de mes débats a été annulé à Paris, et ça ne me gêne pas d'en parler, sur base d'une campagne de calomnie. En fait, c'est même plus que des calomnies. La CGT et Paris a reçu des appels anonymes comme quoi il y allait avoir de la bagarre et du grabuge le lendemain, donc il fallait annuler. Et donc ils ont capitulé, mais c'est pas tout à fait par hasard non plus. Depuis lors, il y a toute une campagne qui essaie de faire croire que voilà, on est infréquentable, mais bon, c'était la seule conférence annulée dans une tournée de 25 conférences. 2 jours plus tard, j'étais invité à la CGT dans le Nord-Pas-de-Calais, donc je ne vais pas pleurer. Quand même, il y a un danger avec cette diabolisation. Il y a eu aussi un débat annulé à Louvain-la-Neuve il y a 3 ou 4 semaines, je crois, et ça c'est intéressant. J'avais été contacté pour un débat sur Israël, et moi c'était organisé par tous les étudiants, les libéraux, les chrétiens, les socialistes et les verts de Louvain-la-Neuve. J'avais été invité pour un débat. Moi j'avais dit je suis très intéressé d'avoir un débat contradictoire, même avec les défenseurs d'Israël, je trouve ça très intéressant. Mais M. Sosnowski, qui est un des principaux responsables du lobby pro-Israël en Belgique, a écrit à tous les étudiants de Louvain-la-Neuve en disant si Colomb vient, je ne viens pas. Et enfin, il a plutôt fait pression en disant qu'il fallait me mettre dehors, plus exactement. Et donc ils l'ont fait. Et sans me prévenir, mais en me faisant prévenir par un tiers, que ce n'était pas la peine de venir parce que M. Sosnowski ne m'acceptait pas pour débattre. Donc, le document existe? En fait, oui, tout ça est par écrit et tout ça est prouvable. C'est comme Marine Le Pen. Alors. Et donc, en fait, on a une campagne de diabolisation, et les articles poubelles de Martos et de Lose sur nous autres, ça joue dans une campagne pour nous diaboliser. Libération a aussi publié un article où on me fourrait avec une série de gens d'extrême droite en disant que j'étais allé en Syrie, ce qui n'était pas vrai, que j'étais d'extrême droite, ce dont je vous laisse juger. Et donc c'est la seule chose qu'on nous donne comme info dans Libé, qui en son temps avait été un journal progressiste. Et donc ces campagnes-là, on peut en sourire, mais il faut aussi voir qu'elles ont en fait pour but d'étouffer la liberté d'information, et je vais conclure par là. L'enjeu de tout ceci est de savoir si le droit à l'information existe ou pas. Et le droit à l'information, comme disait Sartre en fondant à une toute autre époque le journal Libération, en 72 ou 73, Sartre disait, je te rassure, j'ai fini,
Sartre disait, on dit souvent que la liberté d'information, la liberté d'expression, c'est un droit du journalisme. Mais non, pas du tout. La liberté d'information, c'est la liberté du travailleur, de la ménagère, de l'étudiant, enfin je cite des mémoires, mais ça, c'est la liberté, disait-il, des gens dans la rue, de savoir ce qui se passe et d'en tirer les conclusions. De savoir pourquoi prendre parti, pourquoi s'engager, est-ce qu'on peut financer telle guerre, est-ce qu'on doit... Voilà. Sont en train de violer un droit qui devrait être dans la Déclaration des droits de l'homme, le droit à l'information, et sont en train en fait de défendre les intérêts en place et de priver les citoyens de l'information dont on a absolument besoin si on ne veut pas se retrouver complice de saloperies comme la guerre d'Irak et d'autres. Et donc, je pense que ce sera ma conclusion, il y a vraiment une bataille que chacun de nous, ici, dans cette salle, doit mener. Je voudrais nuancer ce que Jean a dit. On est des marginaux, oui et non. On a quand même, avec Investigation, 10 000 visiteurs par jour sur le site, donc ce n'est pas rien, mais c'est encore très peu comparé au soir et à ce genre de journaux. Mais je pense que le potentiel existe pour que des médias comme nous, ou le Grand Soir en France, ou d'autres, et des éditeurs indépendants, acquièrent beaucoup plus de visibilité, parce que les gens sont vraiment dégoûtés et écœurés. Quand je prends le tram ou le métro ou en ville, il y a énormément de gens qui me font signe comme ça, ah merci pour ce que vous faites. Énormément. Plus parmi les Arabes et les musulmans, à cause de la question d'Israël que les autres, beaucoup chez les jeunes, beaucoup chez les gens qui regardent YouTube, où il n'y a pas la censure du soir, etc. Et je vous assure, il y a énorme, ici encore en entrant, avec les gens à l'accueil, là, tout ça, il y a énormément de gens qui sont en colère, qu'on leur ment tous les jours, qu'on leur vole le droit à l'information et qui ont envie de faire quelque chose. Et je ne suis pas pessimiste, je pense que nous pouvons être optimistes, que nous pouvons essayer de transformer cette colère en une force d'information. Et ça ne dépend pas des 4 personnes qui sont ici à la table, mais de celles qui sont là en face. Ça dépend de vous, de travailler sur l'info tous les jours, de prendre les choses que nous mettons dans nos bouquins ou dans les articles et que nous voudrions beaucoup développer encore tout ça, de les utiliser au travail, à l'école, ou d'écrire. Allô, c'est à Marteau, il y a tout ça, moi vous dites ça, mais moi j'ai lu ça. Expliquez-vous un peu. À la fin du bouquin de Bahar, là, il y a un petit vrai ou faux, avec toute une série de choses. Les médias disent que, mais envoyez-le à l'eau, c'est à Marteau, et demandez de répondre. Dans le Libye, on a fait un vrai ou faux ici. Les 25 trucs que les médias ont dit. Kadhafi a bombardé sa population, il a ordonné des vols avec du Viagra, des trucs comme ça. Tout ça est faux. C'est prouvé noir sur blanc, même dans les rapports d'Amnesty et de Human Rights Watch. Tiens, même là, on dit que ce sont des mensonges totaux. Mais c'est complètement caché par les journalistes soldats. Donc, contactez-leur, dites-leur, mais pourquoi vous ne répondez pas? Posez-leur tout simplement le questionnaire et dites-leur, répondez, tout simplement. Et il faut absolument qu'on sorte de cette situation de monopole de l'info, parce que le monopole de l'info, c'est une arme de guerre. C'est une arme qui permet à l'OTAN de bombarder, de prendre le contrôle du monde, qui a fait des dizaines de milliers de victimes en Libye, je les ai vues, qui va en faire en Syrie si on les laisse faire, et après ce sera l'Iran, et après ce sera encore une série d'autres pays, et je ne parle pas de la Côte d'Ivoire où ça a été une intervention aussi absolument dégueulasse. Et donc on a une capacité de combattre ça, et je voudrais conclure sur ceci, un appel à l'action, un appel à se battre pour le droit à l'info, et je ne vais pas m'en cacher non plus, un appel à nous soutenir si vous pouvez. Parce que des journaux comme Le Soir, qui ont déjà des revenus énormes, reçoivent de nos gouvernements, avec nos taxes, des centaines de milliers d'euros d'aide à la presse. Et les groupes d'information alternatives sur les médias comme nous, rien du tout. Et donc, l'info sur Internet, elle est gratuite, tant mieux, ça doit rester comme ça. Mais nous avons avec notre petite ASBL Investigation un énorme problème, c'est que pour faire l'info sérieusement, recouper, vérifier, faire le site, les bouquins, ben, j'ai
Bon, sur ce que vous appelez l'entité sioniste, moi, je suis d'accord, mais évidemment, il faut comprendre la logique de ma démarche. Moi, je suis d'accord qu'on ne respecte pas le droit international dans la question israélienne, mais ça, évidemment, si c'est ça l'incohérence qu'il y a chez nous, c'est qu'on veut intervenir, mais on est tellement faible parce qu'on n'a pas de position autonome. Je veux dire, c'est-à-dire en gros la gauche, le mouvement pacifiste, etc., n'ayant pas de position autonome, ils sont incapables de peser même sur la question israélienne. Alors ils veulent résoudre le problème de la Syrie, de la Libye, etc. Sur les critiques, je ne sais pas très bien qui vous êtes, mais disons, j'ai déjà remarqué ce genre de critique vis-à-vis de la position de mes voisins à propos de la Libye et de la Syrie. Vous devez comprendre que, bon, je me rends compte qu'il y a un certain nombre de gens qui sont, on va dire, d'islam politique, qui sont contre ces dictateurs, qui veulent les renverser, etc., et qui ne comprennent pas alors la position de Michel ou de moi aussi, bien que moi, évidemment, comme je plaide pour une non-ingérence, je ne suis pas dans une situation, j'ai dans une situation peut-être plus radicale dans ce sens-là, de dire que bon, je ne veux pas m'occuper de ces affaires-là. Mais évidemment, il y a un certain problème. C'est-à-dire que des gens comme nous trouvons en Occident. Nous nous trouvons bombardés par la propagande de guerre. Si nous voulons faire quelque chose, et je me suis déjà trouvé, par exemple, je me suis déjà trouvé dans des mouvements soi-disant anti-guerre en France, qui vous laissent préparer à une guerre contre l'Iran, mais où les gens viennent et disent, vous devez condamner le régime iranien. Alors je dis, écoutez, on ne peut pas tout faire. Psychologiquement, c'est impossible. On ne peut à la fois condamner le régime et condamner la guerre contre ce régime, vu que cette guerre est justifiée par la condamnation du régime. Nous ne faisons qu'une chose, nous nous occupons de s'opposer à ce régime. Et je ne suis pas d'accord que pour s'opposer à cette guerre. Et donc je ne suis pas d'accord qu'il faut prendre la position du ni-ni, c'est-à-dire ni le régime ni les gens qui les attaquent. Nous sommes dans un pays, nous devons dire où nous sommes situés, et moi je n'estime pas avoir à juger, à condamner, à dire ce qu'il doit faire, etc. aux autres pays du monde, c'est tout. Et donc ma position de non-ingérence a une certaine cohérence, c'est compliqué, ça c'est vrai, elle est celle de beaucoup de gens, entre parenthèses, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens dans le train qui pensent comme ça, mais donc je défends cette position-là. Alors évidemment il y a des gens, disons on va dire dans les mouvements qui ont la sympathie pour les révoltes dans le monde arabe, qui ne sont pas contents de cette position, mais ils devraient se rendre compte que moi je n'ai pas le choix, d'aider, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, ça n'a pas de sens pour moi de soutenir ces mouvements, parce que je ne veux pas aller me battre avec eux, et la seule chose que je peux faire, c'est saboter ce qui pourrait être le mouvement de la paix, puisqu'il n'en existe pas, mais enfin il a existé dans le temps, saboter ce qui pourrait devenir un mouvement de la paix ici, et encourager finalement l'OTAN à intervenir. Alors il faut savoir si c'est ce qu'on veut ou pas. Quand Tripoli est tombé, Ouria Bouteljaz, des Indiens de la République, a mis sur Facebook, et maintenant l'OTAN hors de Libye. En fait, l'OTAN est parti de Libye jusqu'à un certain point, mais il y a quelque chose de surréaliste à ce qu'un petit mouvement en France dise maintenant l'OTAN hors de Libye, ça veut dire qu'avant l'OTAN c'était bien, maintenant ils doivent s'en aller parce que le régime est renversé. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Je veux dire, l'OTAN ne va pas obéir aux Indiens de la République. Donc il faut être un peu réaliste sur les rapports de force. Et donc il faut comprendre évidemment comment dirais-je, la situation où nous sommes et les possibilités que nous avons d'agir. Si moi je ne peux pas intervenir sur l'OTAN, je ne vais pas régler les problèmes de la Syrie, de la Libye, indépendamment de ça. Donc c'est toujours la question fondamentale de savoir où on est et ce qu'on peut faire là où on est. Et si je ne peux pas faire pression sur ce que vous appelez l'entité, évidemment, je ne vais pas non plus faire pression sur l'OTAN, etc., etc. Donc il faut voir où on est. Alors, c'est vrai que sur l'accès à la parole, je suis content content, pas de ce qui s'est passé, mais de ce qu'a dit Michel, par exemple, sur Sosnovski. Je ne savais pas que Sosnovski faisait aussi la loi à l'UCL, parce qu'il a fait déjà 3 à l'ULB à mon tour, parce qu'il est de l'ULB. Et je suis assez vieux pour me rappeler une époque où l'UCL n'obéissait pas aux ordres de l'ULB. Et donc, mais pour revenir à l'ULB, il y a eu, vous avez entendu parler de l'histoire de la Burqa Pride, etc., du chahut organisé contre Caroline Fourrère. Alors c'est assez intéressant parce que suite à cela, les étudiants en médecine de l'ULB, donc à Erasme, ont voulu organiser un débat où ils ont invité Anne Morelli, Jean-Jacques Jespers, au début Guy Archer et moi. Guy Archer n'est pas venu et un monsieur Suzanne, qui est un anthropologue, je crois, de la VUB, était invité. Donc on était 4. Et juste quelques jours avant le débat a été annulé. Il a été remis sine die pour des raisons qui n'étaient pas claires. Il y avait des menaces sur Facebook, je ne sais pas, des trucs qui n'étaient pas très clairs. Et on ne nous a pas dit, évidemment, pourquoi. Et dans le soir,
de nouveau de ce cher journal que je ne dis pas. En fait, moi je ne le dis pas parce que je ne peux plus le dire. Je suis content que Michel le fasse et le critique, non, je ne peux plus, c'est extrêmement impossible. Tu veux que je fasse une petite revue de presse alors? Oui, tu ferais une petite revue de presse comme pour le roi là, oui. Et donc, mais moi je lis les sites américains, c'est très intéressant, il y a beaucoup de très bons sites en anglais en fait. Si vous lisez, ou regardez Russia Today par exemple, ou bien regardez The Real News Network, c'est une très bonne chaîne de TV alternative. On devrait faire des trucs comme ça d'ailleurs, ou Démocratie Now, on devrait faire des trucs comme ça en français, mais on n'arrive pas à le faire. Et comment dirais-je, donc il y a ce débat qui est annulé, et le soir écrit que on a jugé que Anne Morelli, Jean-Jacques Jespers et moi-même étions trop proches de Chicha. Alors, à la fois du livre, j'ai rencontré un journaliste du soir, je lui ai dit, écoutez, votre journal dit que Chicha est un islamiste, il dit que ce sont des islamistes, je sais que c'est faux, mais vous l'écrivez. Islamiste. Et c'est ce qu'ils ont dit. Oui. Et c'est faux, je sais que c'est faux, mais on dit ça d'eux, ok, vous le dites. 3 jours après, vous dites qu'on est proche des islamistes, de gens que vous appelez islamistes. Ça va pas, vous ne pouvez pas dire ça, vous dites on le dit, mais qui est le on? Ils m'ont dit les étudiants. Je dis bon, les étudiants n'ont pas dit ça parce qu'ils nous ont invités. Ils nous ont invités et je leur ai dit, alors, en plus moi j'avais dit aux étudiants, ça ne va pas de faire encore un débat sur les islamistes sans eux. Vous devez inviter un des chahuteurs ou chicha ou quelqu'un comme ça. Ils ont dit ça on ne peut pas. Donc déjà ils s'autocensurent. Ils n'invitent que des gens. On m'a reproché même de participer au débat. De l'autre côté, disons du côté des chahuteurs, on m'a reproché de participer au débat en disant c'est une mascarade, il ne faut pas y aller. J'accepte d'y aller et on supprime le débat. Et qui supprime le débat? Ça je ne vais pas le dire parce qu'on ne peut même pas le dire. Et les étudiants ne l'ont pas dit. Et ça, c'est quelque chose qui mérite très très fort. C'est parce que ceux qui ont supprimé le débat n'ont pas besoin d'organiser un chahut, ils font des pressions et le débat est annulé, donc on n'a pas besoin d'organiser un chahut. Et le soir écrit, on a dit que, je dis, mais dites-moi le nom, parce que moi je vais m'expliquer, je ne suis pas proche des islamistes, pas des islamistes, enfin, est-ce que je peux m'exprimer? Et j'ai eu un collègue qui m'a dit, quoi, il paraît que tu es proche de Chicha. Bon, les gens qui savent ça, ils le croient. Anne Morelli a reçu une lettre, quoi, je crois que vous étiez laïque et que vous soutenez quelqu'un qui veut lapider Caroline Fourré, parce que Chicha avait dit qu'il voulait, sur Facebook, qu'il voulait lapider Caroline Fourré, comme si c'était pas une plaisanterie. Bon. Et donc, les gens sont fidélistes par rapport à la presse, certains. Et donc, moi, je suis ahuri, mais ça, c'est comme ça que le système fonctionne. Vous regardez les détails microscopiques, comment on élimine les gens les uns après les autres. Moi, j'ai eu un séminaire en physique annulé à cause de mes positions sur la liberté d'expression. Donc là, quand vous défendez la Déclaration universelle des droits de l'homme, là, subitement, c'est l'article 19 sur la liberté d'expression, ça, c'est un peu problématique. Là, si vous faites la guerre au nom des droits de l'homme, ça va, mais si vous défendez la liberté d'expression, certains, ça... Du fait de mes origines multiples, et notamment syriennes, j'avais un regard sur les prisons syriennes. Et je peux vous dire que la situation dans la prison syrienne était pire qu'en Turquie. Hein. Il y a eu des massacres dans la prison de Saïd Naya, j'ai connu des victimes de la répression dans la prison de Mazet. À Tadmor, il y a eu des frères musulmans qui ont été massacrés. Après qu'il y ait eu une tentative d'attentat, un attentat manqué de la part des frères musulmans contre Hafez el-Assad, en représailles, il y a eu un massacre dans la prison de Tadmor. Tadmor, c'est Palmyre, en fait. Donc, je connais bien la réalité répressive de ce régime. Il est clair qu'il s'agit d'un État policier. Il y a 9 services de sécurité dans le pays. La torture est vraiment un problème endémique. La surveillance, la répression, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions de militants politiques au Liban durant la présence syrienne au Liban. Donc, tous ces crimes sont avérés. J'ai des amis opposants au régime syrien. D'ailleurs, moi-même, si j'avais été syrien, je serais clairement dans l'opposition, mais pas dans n'importe laquelle. J'aurais été un opposant sympathisant du courant de Haitham Manaa. Alors, qui est Haitham Manaa? C'est quelqu'un qui dirige, qui est membre de la coordination nationale pour le changement démocratique. C'est quelqu'un qui se bat dans la rue, en tout cas, il vit en France, mais son mouvement est à gauche. Il se bat pour un changement, mais graduel. Il veut le départ de Bachar el-Assad, mais il ne veut certainement pas d'une intervention étrangère. Et d'ailleurs, il y a eu une déclaration de sa part hier dans la presse arabe. Il a dit dehors tous ces salafistes qui veulent nous confisquer notre révolution. Il faut savoir qu'on a retrouvé près d'une centaine de corps de militants pakistanais, afghans, libanais, palestiniens, mais pas les palestiniens patriotes qui se battent pour la libération. Ce sont des dissidents du mouvement palestinien qui veulent islamiser la Palestine, qui veulent liquider les chiites de Palestine, qui veulent créer un émirat en Palestine et qui ont élu domicile. C'est pour ça que je vous parlais du nord du Liban et du retrait de la Syrie en 2005. Après ce retrait, il y a eu un émirat qui s'est créé dans certains villages à l'est de Tripoli. Le groupe des Yémen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'était en janvier 2000. L'armée libanaise a dû intervenir, il y a eu des centaines de morts dans ces conflits. Silence radio, on ne se souvient même plus de ce mini Homs qui s'est déclaré au Liban. Après, le groupe Dayan s'est éparpillé.
Certains ont été dans le camp palestinien Nahr el-Bared, ils ont purgé les autres mouvements palestiniens. D'autres ont été dans le camp de Ain al-Halwa, qui est dans le sud Liban, ils ont liquidé les mouvements, disons, palestiniens de gauche et le Fatah et autres. Après, ils ont changé de nom. Il y a eu Jund el-Shem. Personne n'a entendu parler de Jund el-Shem, l'armée de Cham. Il faut savoir que dans la rhétorique salafiste, la Syrie n'existe pas. Pour eux, c'est une fabrication laïque, mécréante. L'Irak n'existe pas. Pour les salafistes, l'Irak, c'est Rafidain. Rafidain veut dire les deux rivières, les deux fleuves, Mésopotamie en fait. La Syrie n'existe pas. Pour eux, c'est Bilad el-Sham, c'est le pays de Cham, en référence au Coran. Et donc, ils ont une aversion totale à l'égard du nationalisme. Ils estiment que le nationalisme, c'est une perversion, c'est commettre un crime d'association, le crime du shirk. Parce que selon la théologie sunnite, le tawhid, donc l'unicité divine, est quelque chose qui ne peut pas être entaché par aucune association. Et être patriote, en soi, c'est un péché mortel. Et donc, cette réalité existe, mais ce qui est incroyablement dérangeant, c'est qu'on n'en parle pas dans notre presse. Il existe un terrorisme syrien, un terrorisme palestinien actif en Syrie, et il y a tout cet argent qui est acheminé, notamment via la base militaire d'Injirli, qui est une base américaine de l'OTAN dans le sud de la Turquie, par où transite tout l'armement de Kadhafi et des opposants des djihadistes et des vétérans d'Al-Qaïda qui sont maintenant en train de combattre sur le front syrien. Mais ça passe comme une lettre à la poste, ou bien on minimise la gravité de la chose. Alors je vous dis, moi je suis plutôt opposant au régime syrien, et s'il doit y avoir un changement, c'est un changement graduel, constructif, qui tient compte des sensibilités syriennes, et on ne peut pas nier qu'actuellement le président Bachar el-Assad, aussi crapuleux soit-il, il a quand même le soutien de l'écrasante majorité de sa population. Et ce n'est pas un fantasme. Si vous allez dans les quartiers chrétiens de Saïdnaya, de Ma'loula, les quartiers de Mazé à Damas et autres, du côté de Babtouma, vous avez des fanatiques chrétiens pro-Bachar qui seraient prêts à mourir pour lui. Pareil, si vous allez en terre alaouite, si vous allez à Tartouz ou si vous allez à Lafriye, vous allez avoir la majorité, l'écrasante majorité des alaouites qui le soutiennent. Si vous allez du côté dans le Djebel Druze, dans le sud, si vous allez du côté de Souaïda, vous allez avoir des manifs monstres en soutien à Bachar el-Assad. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ce peuple-là ne nous intéresse pas, alors dissolvons-le, exterminons-le. Non, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, il est clairement question d'une guerre civile, avec des conflits sociaux, mais aussi confessionnels. On peut pas le nier. Alors, soutenir un camp et faire appel aux colonisateurs pour soutenir un camp contre un autre, ce serait encore plus attiser les contradictions, ce serait encore plus condamner ces peuples. Ça va à l'encontre des intérêts à la fois de ses opposants et de ses partisans. Donc moi je suis pour une transformation graduelle qui tient compte de toutes ces réalités-là. Et je ne nie pas du tout le caractère répressif du régime, mais je peux aussi vous parler de toute la désinformation qui existe. Un jour, on nous a dit qu'une certaine Zainab al-Hosni a été découverte, massacrée, dépecée, violée. Il y a même eu, ses frères ont organisé ses funérailles. On avait des images des funérailles de Zainab al-Hosni. Alors moi, j'avais envie d'écraser une larme pour cette pauvre fille. Quelques jours après, la fameuse Zainab al-Hosni est apparue sur les écrans télévisés. Elle a dit, écoutez, je n'ai pas été torturée par le régime. J'ai effectivement été torturé, mais par mes frères, parce qu'ils ne voulaient pas que je sorte, ils ne voulaient pas que j'ai des amis. Et j'ai dû me réfugier chez des voisins. Et donc, les frères ont poussé le vice jusqu'à organiser de fausses funérailles. Il y a une vidéo sur YouTube qui circule où on voit des jeunes se peinturlurer, donc se mettre du sang, du faux sang sur le corps, se coucher dans une rue, comme ça, à plusieurs dizaines, et disent attention, attention, ils filment encore, couchez-vous les amis. Donc on a de la désinformation, mais à l'état pur. Ça empêche que le régime est répressif, mais la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi en remettre une couche? Pourquoi tant de pathos? Pourquoi nier le fait que les partisans du régime sont eux aussi massacrés? Il y a une véritable dégénérescence du conflit. Il y a dans certains quartiers, il y a un citoyen de Homs qui a été voir cette mission arabe, les observateurs arabes. Il leur a dit, écoutez, on est tous les jours bombardés par le quartier voisin. Il y a des terroristes qui nous massacrent, qui nous assaillent, et personne n'en parle dans votre presse, parce que nous on compte pas. Nous on est la chair à canon, enfin, on a le droit que de mourir parce qu'on soutient Bachar el-Assad. Cet homme-là, 2 jours après, a été pendu en public dans le quartier qui lui est hostile.
on l'a mis sur un âne, et vous aviez vraiment le quartier, une partie du quartier qui était là en train de rigoler devant un lynchage. C'est des images terribles, ça montre la dégénérescence. Il y avait des enfants qui assistaient à cette scène. Il a été pendu parce qu'il a témoigné, il a donné un témoignage qui leur déplaisait à cette mission arabe. Mission arabe qui a quand même mis dos à dos, qui a renvoyé dos à dos l'opposition et les partisans du régime. Mais comme c'était un rapport qui n'intéressait pas l'Occident, parce que finalement il était trop objectif, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a même pas daigné le traduire. Ce sont des militants tunisiens qui l'ont traduit, qui l'ont mis en ligne. Pourquoi nous cachetons cela? Alors l'affaire Gilles Jacquier, Michel en a parlé, mais je trouve qu'il y a quand même un aspect gravissime, parce que depuis un an on nous dit que le régime tire sur des manifestants, mais on a un exemple manifeste d'un tir délibéré sur une manifestation. L'opposition a tiré, a bombardé des manifestants, et c'est passé comme ça. C'est passé comme ça, c'était une manif pro-Bachar qui a été bombardée au mortier par l'opposition. D'ailleurs, l'opposition, c'est pas que Malbruno qui le dit, les membres de la mission de la Ligue arabe ont reçu des membres de la LS qui ont dit Jahashna, on a déconné, on a fait une ânerie en tuant les journalistes. Pas en tuant les partisans du régime, en tuant les journalistes. Donc, au sein de l'opposition radicale, vous avez des gens qui sont pour l'extermination des autres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller foutre le bordel encore plus? Verhofstadt, avant-hier, a écrit dans De Morgan qu'il faut absolument armer les Syriens. Mais les Syriens, ça n'existe pas, comme dirait mon ami Ludo de Bravander. On a participé à une conférence hier. Oui, ça veut dire quoi, les Syriens? Comme acheteur de l'arme belge, production belge, il existe. Ils sont Syriens. Oui, vous vendre à n'importe qui. Voilà, mais qui sont les Syriens? Vous avez des pro-Bachar, vous avez des anti-Bachar, et vous avez parmi les anti-Bachar des milices, vous avez des gangsters qui profitent de la situation pour faire du marché noir, ils sont payés par tout et n'importe qui, pour tirer sur des manifestants. C'est des gens qui s'en foutent, qui n'ont pas d'idéologie, qui tirent sur les pro-Bachar et qui tirent sur les anti-Bachar. Ils gagnent de l'argent avec ça. Et ils sont payés par des commandos américains. Vous avez l'ambassadeur des États-Unis à Damas qui est lié au Contras, qui a été lié au Contras du Honduras et du Nicaragua et autres. Donc il y a vraiment une implication directe de la part des criminels de guerre dans ce pays. Alors toutes ces révolutions oranges, parce que c'est chouette de dire qu'il y a des cyberdissidents, qu'il y a une opposition démocratique, mais ils sont soutenus par la Freedom House, par la George Soros Institute, par la NED, National Endowment, je ne sais pas quoi, Fondation for Democracy. Quand vous voyez par qui ces officines droits de l'hommiste sont dirigées, mais par des criminels de guerre, par Paul Wolfowitz, par Dick Cheney, par Madeleine Albright, qui disait que c'est pas grave de tuer 1 demi-million d'enfants irakiens si c'est pour la démocratie, par Forbes, par Huntington, c'est le théoricien du clash des civilisations. C'est eux qui financent ces révolutions colorées et qui veulent colorer le mouvement de contestation syrien selon leurs exigences et selon leur agenda. Donc il y a cette réalité qui est excessivement complexe, dont il faut tenir compte. Alors moi je vous dis, franchement, gare à une intervention, parce qu'on risque d'encore foutre plus le bordel. En Irak, et là je termine, en Irak, on a applaudi quand Saddam Hussein a massacré les communistes. On vous a parlé du massacre de Hama par le régime de Hafez el-Assad en 1982, mais on ne vous parle pas du massacre des communistes, ou alors du coup d'État contre le général Qassem qui était marxisant. Là, on a applaudi Saddam Hussein quand il a massacré les communistes, et puis ensuite les chiites. Et puis on a poussé Saddam Hussein à attaquer l'Iran alors qu'il n'était même pas menacé. Ça a coûté la vie à 1 million de personnes, il y a eu 1 million de morts. Ensuite, on a dit aux chiites, soulevez-vous contre Saddam Hussein parce qu'il commence à devenir nationaliste, il commence à se battre contre nos intérêts. Et donc on a armé, on a fomenté la rébellion chiite contre Saddam Hussein, mais comme c'est Saddam Hussein qui a gagné la bataille, il y a eu un contre-coup, des représailles de la part de Saddam Hussein contre les chiites, qui a été encore plus terrible. Mais jusqu'à quand? Et puis maintenant on pousse tous les sunnites radicaux à se battre, à mener le djihad contre l'Iran. Mais jusqu'où va-t-on aller? Et donc je veux bien raisonner selon un principe musulman de fraternité et tout ça, mais le monde musulman se dit aussi la fitna, mais on est en train de... Vous avez des prédicateurs à la télévision, Wissal TV, vous allumez Wissal TV, il vous dit, il faut massacrer tous les alaouites, et il faut donner leur chair aux chiens. Il y a un type qui s'appelle... qui sont pires que les juifs et les chrétiens. Qui sont pires que les juifs et les chrétiens. Vous avez un certain Al-Haydan qui vit... qui est le juriste principal, religieux principal en Arabie Saoudite, qui dit que pour
sauver les Syriens, il faut exterminer un tiers de la population. Il faut exterminer un tiers pour sauver les deux tiers sunnites. Parce qu'ils veulent faire un émirat sunnite, voilà, qui se débarrasse, ils veulent se débarrasser des alaouites, des chrétiens, des druzes, des chiites, de tous ces gens qui vicient leur belle religion. Et ils veulent plus de nationalisme, plus de laïcité, ils veulent créer un régime pur et dur. Mais qui donc, l'émir du Qatar, qui a lui-même, le cheikh Hamad Ben Khalifa Al Thani, a mené renverser son propre père. Et donc il a fait un putsch pour venir au pouvoir. C'est un putschiste qui dicte la politique syrienne. En Arabie Saoudite, il faut savoir qu'il y a des femmes qui ont été exécutées parce qu'elles ont fait soi-disant la sorcellerie. Si vous allez dans les prisons saoudiennes, vous allez voir le sort réservé aux réformateurs, aux chiites, aux progressistes. Mais vous serez révulsés tout autant de ce qui se passe en Syrie, mais personne ne va envisager un bombardement de Riyad pour autant. Donc, de grâce, faisons gaffe aux formules à l'emporte-pièce, faisons gaffe au soir. Je dois dire, vous avez sans doute dû lire, ou en tout cas certains d'entre vous ont dû lire ma carte blanche qui est parue dans le soir, qui s'appelle « Syrie, l'envers du mouroir ». J'ai dû me battre pendant un mois, donc je suis de ceux qui croient encore qu'on peut négocier, on peut, grâce à la bataille des idées, avec certains journalistes. J'aime bien Baudouin-Lot sur la question palestinienne, sur la question syrienne, il est complètement à côté de la plaque. J'ai dit, écoutez, vous savez qu'il y a des pro-Bachar qui ont été massacrés dans une université par des opposants, et qu'est-ce qu'on a lu dans Le Monde et dans Le Figaro? Que ce sont les sbires de Bachar al-Assad qui ont tué ses étudiants. Mais non, c'est les pro-Bachar